Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Bonjour tout le monde et bienvenue au Fait Maudit. Alors, ça achève là, les émissions enregistrées puisque dès la semaine prochaine, on va faire ça live, directement de Lévis. Ça, c'est sexy. J'ai donc avec moi Éric Dorion. C'est mon invité aujourd'hui. Et comme vous le savez, j'ai pu vraiment à situer un peu ce que sont les faits maudits. Vous le savez, ce sont des faits, des situations qui sont embarrassantes, qui sont maudites, c'est le cas de le dire, parce que ça irrite le cerveau, ça irrite le rationnel, ça irrite le cartésien, et on a tendance à pas aimer ça, à avoir peur de ça, et à ne pas en parler. Et c'est dommage parce que s'il fallait que tous les êtres humains qui ont vécu une expérience de type métaphysique, paranormal ou ufologique, s'ils devaient tous se lever et lever la main, je pense que la minorité, ce serait celle à qui il n'est rien arrivé. Absolument. Éric, salut. Bonjour. D'abord, première question que je pose depuis le début à tout le monde, au point qu'il y en a qui disent, mon Dieu, qui n'est pas poli. D'où tu te sors? Bon, moi, je sors de... En fait, je demeure à Saint-Augustin. Puis, je suis graphiste de formation. D'ailleurs, est-ce que tu es né là? Non, je suis pas né à Saint-Augustin. Moi, je suis né à... Je pense qu'ils appellent ça Saint-Albert-le-Grand, mais je pense que ça existe plus. Pas que ça existe plus, mais je pense que ça s'appelle plus comme ça. C'est Québec, dans le fond, là, dans le secteur de Charlebourg. Je suis né au monde, ironiquement, sur la sapinière d'Orion. Pourquoi ironiquement? Ah, d'Orion. Ben oui, c'est vrai. Et puis, en fin de compte, 15 mai 74, petit Dorion qui venait au monde, sa sapinière d'Orion. Puis, écoute, j'ai grandi surtout dans le secteur de Duberger-les-Saules. Mais je suis implanté depuis 12 ans à Saint-Augustin, depuis que j'ai acheté ma maison. Okay. Il n'y a pas longtemps, justement, je te dirais, moi, au mois de novembre, j'ai fait une entrevue avec Céline. Ouais. Et c'est là, je pense, que j'ai compris le concept de la normalité. C'est-à-dire que Céline nous racontait des choses qui font pas de sens, des choses qui n'ont pas d'allure. Mais moi, ce que je voulais qu'elle le fasse de façon à ce que les gens à l'écoute se disent, est-ce qu'elle est normale? Et la meilleure façon de savoir si une personne est normale, c'est de la laisser aller, la laisser s'exprimer. Puis c'est là que tu vois l'équilibre dans ses propos. Est-ce que c'est une mère de famille, puis des fois son fils il tape ses nerfs, puis elle le dit, puis ainsi de suite. Comme tout le monde. Tout est beau, tout est correct, tu sais. Toi, es-tu normal? Je pense que oui. J'ai souvent dit que je n'étais pas venu au monde sur la bonne planète, mais ça, c'est moi. Oui, non, c'est la perception qu'on a de notre vie. C'est la perception qu'on a. Oui, écoute, père de deux familles, non? Père de deux enfants. Who knows? Non, je suis pas mal sûr que on non. On sait pas. Père de deux garçons, j'ai mon entreprise depuis 6 ans, une petite entreprise individuelle en graphisme, design graphique, puis je suis professeur de karaté à temps partiel. Je mène une existence plutôt normale. Puis oui, comme les autres, mes enfants me tapent ses nerfs depuis qu'ils sont au monde, mais pas toujours. Non, je fais bien des farces avec ça, mais là, ils sont rendus ados, là. Ouais, j'ai 2 ados, puis... T'es dans la phase où tu songes au suicide, là. Non, en fin de compte, non. Je suis plus dans la phase où je pense à la location, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui me dit, tu devrais vendre tes ados. Je lui réponds, non, je vais les mettre en location. C'est rentable. Ouais. C'est rentable, tes loups. Tu
Mais qui va louer un ado? Ah, ben c'est encore drôle. Un déprimé. Non, c'est ça. Blague à part, non, ça va super bien de ce côté-là, puis je mène une existence tout à fait normale. Je suis équilibré, je suis en forme, je mange bien. Ça, le karaté, on va y revenir. Oui. Parce que, bon, ça a l'air banal comme ça, j'enseigne du karaté, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le concept des arts martiaux. Oui. Là, c'est sûr que ton vécu à toi, Oui. tu sais, on peut se demander, on t'écoute parler dans le design, la première chose que les gens disent, ah, que non, ça, tu sais, si lui a vécu quelque chose, il a l'air normal, il a l'air, tu sais, bon. Et pourtant, tu as vécu des choses extrêmement intéressantes. J'ai vécu des choses intéressantes sans nécessairement qu'elles soient extrêmes. C'est toutes des petites choses que j'ai vécues qui prouvent que il n'y a pas que on parle de métaphysique, il n'y a pas que le physique. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit. Pour moi, c'est pas une croyance, c'est un fait. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent « Ah, c'est dans ta tête » Je leur ben écoute, ils ont une perception X. Je dirais, oui, ça se peut que ça soit dans ma tête, mais je l'ai vécu pareil. C'est ça. Tu sais, que ça soit dans ma tête ou que ça soit pas dans ma tête, je l'ai vécu pareil. Et puis ce que tu as vécu, est-ce que ce que tu as vécu était réel? C'était réel, oui. Est-ce que ce que tu as vécu t'a rendu dysfonctionnel? Pas du tout. Est-ce que ce que tu as vécu était émotionnel? Ça a été fort en émotion, mais intense. Ça a été intense en émotion. Pas de là à me taper la tête sur les murs. Ouais, c'est ça. Pas de là à complètement me déstabiliser pour le restant des jours. Évidemment, tu es sur un nuage, tu es sur une espèce de nuage pendant peut-être quelques temps, quelques jours. Après ça, la vie naturelle te revient. Sauf que tu t'oublies pas ces éléments-là. Ces événements-là, tu ne les oublies pas. À un tel point qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, écoute, t'as fait un rêve. » Oui, c'est ça. On se souvient de certains rêves, ça, on sait que c'est pas un rêve. On sait que ces éléments-là, c'était pas un rêve, on sait qu'on a vécu quelque chose à partir du moment où c'est encore frais dans la mémoire, comme si c'était arrivé hier. C'est pour ça que moi, le concept... On m'a déjà dit... moi, j'avais dit, un rêve normal, c'est comme une petite TV 14 pouces noir et blanc avec un film des années 30, là, où tout est flou, puis c'est comme des flickers. Oui. Tandis que ça... On m'a déjà dit, moi, c'est du 4K sur une TV écran quantique, 3 dimensions. C'est ça. Oui, exactement. Je le traduirais comme ça aussi. Absolument. C'est ça. C'est là qu'elle a la différence. Oui, absolument. Est-ce qu'on s'entend que c'est difficile à faire comprendre à ceux qui l'ont vécu, en d'autres termes? Est-ce qu'il faut quasiment l'avoir vécu? Oui. Par contre, les sceptiques ou les gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça vont te regarder, vont faire un petit sourire, vont dire... Effectivement, t'es un artiste, t'en as fumé du bon. Ah, c'est ça. Et pour ainsi dire, j'ai jamais fumé de ma vie. Ben non, c'est pas grave, tu te signes pas avec ces gens-là, tu sais. Par contre, les gens qui ont une ouverture d'esprit puis qui ont déjà vécu des choses, ils vont te dire, je comprends ce que tu as vécu, je peux à peine l'imaginer, mais je suis ouvert à ça. Parce que moi aussi, j'ai vécu des choses. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça, exactement. C'est le but de l'émission. Moi, je veux juste forcer une ouverture. Tu sais. C'est ça. Puis forcer une ouverture, oui. Ben, forcer une ouverture. C'est-à-dire essayer de donner un petit coup pour faire sortir le... Ben, pour qu'il y ait des gens qui disent, hey, moi aussi, ça me rappelle quelque chose. J'ai peut-être vécu de quoi, puis finalement, on peut aller loin avec ça. On peut se rendre compte que on a des. Moi, je me suis rendu compte à partir de là qu'on a certains. Il y en a qui appellent ça des dons, il y en a qui appellent ça des capacités. Moi, je pense que c'est des talents qu'on a. Puis des fois, on les met pas toujours en pratique parce que justement, nos parents vont me dire, quand t'es jeune, occupe-toi pas de ça. T'as vu grand-papa dans la chambre? Non, c'est pas vrai. Non, grand-père, il est mort. C'est ça. Arrête ça. Tu vois des couleurs quand tu vois des gens. Non, pense pas à ça, là, ça marche pas. Et pourtant, t'as des enfants qui sont synesthètes, t'as des enfants qui ont des amis imaginaires, qu'on sait très bien que c'est pas des amis imaginaires. C'est ça. Il y a un paquet d'affaires. Il y a des enfants qui ressentent la musique en l'entendant, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à rire, puis là, quelques années après, tu as un diagnostic de TDAH, alors que ça n'en est pas. C'est ça. Et on peut aller loin là, dans cette discussion-là, c'est vaste. Là. Il y en a qui sont vraiment TDAH neurologiques, mais il y en a d'autres qui... T'es en train de dire que si nos scientifiques, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, autant sur le plan neurologique que sur le plan psychologique, parce qu'il y a quand même une différence, là. Psychologique, c'est la psyché, puis le neurologique, c'est le paquet de nerfs, le cerveau comme tel. Et tu es en train de me dire
que si ces gens-là incluaient la notion de l'esprit dans le concept, comme moi, en tout cas j'en parle quand je dis esprit, d'abord humain ensuite, que s'ils incluaient la notion de l'esprit dans leur équation, la valeur de X serait différente. Ben, il réglerait peut-être un paquet de problèmes de diagnostic. Tu sais que John Mack... Je m'en reviens là-dessus. Bon. John Mack a déjà dit, si je reprends tous les dossiers que j'ai, tous les patients que j'ai fait interner de schizophrénie, parce qu'ils prétendaient entendre des voix ou voir des gens. Vous accommodez, hein? Excusez-moi. Pardon, je vais juste vous montrer la salle de jeu. Je m'excuse. OK, c'est bon. Je n'ai même pas regardé. Non, je vais recommencer. C'était marqueur. Si je n'ai pas regardé, Jean, C'est beau. m'excuse. Non, c'est correct. C'est ça du coupage au montage? Je sais pas. Oui, ils sont capables de couper au montage. Mais ça me fait chier. C'est marqué occupé, câlisse. Bon. Bon, coup de coupe, puis il reprend avec... Ouais, mais c'est parce que je la maîtrise pas assez bien pour ça. Tu fais stop, ça repart. Ouais, mais je sais pas s'il va partir là. Là, tu l'as-tu arrêté? Non, je l'ai pas arrêté laisse-les encore. continuer. Je vais le laisser continuer. Le problème, c'est qu'il faut que ça fit avec ce qu'on dit. Ouais. Tu parlais de John Mack. On parlait de John Mack. OK. On peut continuer dans ce sens-là. John Mack disait que s'il reprenait... Attends, on va faire une pause pour laisser le gars... ça marche plus? OK. Pas 14h15, mais 14h13. Il reste 14 minutes. Pourquoi est-ce qu'elle s'éteint tout le temps? Parce que je suis en mode veille, mais je vais le corriger après. On va l'enlever, le mode veille. OK. Si ça m'écoeure. Attends une minute. Dans le fond, quand on parle de John Mack, c'est que il expliquait que plusieurs de ces cas, ces patients qui ont fait interner pour schizophrénie, pour des gens qui disaient qu'ils voyaient ou qui entendaient des morts, qui voyaient des gens de leur famille, s'ils récupéraient ces cas-là, il y en aurait probablement la moitié ou le trois quarts que finalement c'était vraiment des cas de médiumnité. Oui, on revient à ça. Tu as des enfants. Moi-même, mon propre fils, étant petit, m'a déjà dit qu'il voyait mon père dans sa chambre. C'est arrivé une fois. Et puis... Mais tu sais qu'il y a des parents qui vont mal réagir à ça. Oui, il y a des parents qui vont mal réagir. Je me souviens très bien que ma conjointe a serviré de bord en disant « Oh, pas ça. » Moi, j'ai dit « OK, décris-le-moi. Est-ce qu'il te parle? Moi, évidemment, je suis fasciné par le sujet, c'est sûr et certain. Mais combien de parents sont fascinés par le sujet puis vont réagir favorablement à ce que l'enfant dit versus des parents qui vont avoir peur, ils n'aimeront pas ça, puis ils vont voir ça aussi comme... Là, tu parles de mon père, là. Fait qu'un peu de respect, là. Oui, c'est ça. Toi, t'es un petit cul, là, puis tu me dis, t'as vu mon père à moi, j'aime pas ça, là. Tu sais, j'aime pas ça. Ouais. Ça, c'est mon père, c'est à moi, ça. C'est ça. Fait que, achète-moi pas que t'es... Dans le fond, c'est ça. Ils aiment pas ça. Ou ils ont peur. Un mélange des deux, possiblement. Parce qu'ils ont peur. Il est mort, le bonhomme. Il est mort. Il voudrait bien qu'il revienne, mais il voudrait bien qu'il revienne comme il était, là, en vie, puis qu'il cogne à la porte avant d'entrer, et non pas comme un fantôme. Je suis d'accord. Puis il y a un aspect aussi qui est bien important, c'est que depuis les années 60-70, on est tellement bombardé de films d'horreur avec des entités qui reviennent, avec tout le décorum qui vient avec, la musique stressante, l'ambiance stressante, les couleurs, ainsi de suite, qu'à un moment donné, ça rentre un peu dans la psyché, dans la psychologie. Là, tout de suite, l'image nous revient, parce que c'est des films qui sont forts, c'est des films qui marquent l'imaginaire. Oui, là, ça te revient, puis tu fais, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. À un tel point qu'il y en a qui entendent quasiment la musique dramatique là, quand leurs enfants leur parlent de ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe pantoute. Les films sont très, très, très bien faits pour nous faire peur. Alors, John Mack, pour en venir à lui, en était rendu... Parce que pour ceux qui le connaissent pas, c'est le psychiatre qui était en charge de Harvard, de la faculté de psychiatrie à Harvard, pas n'importe quoi. C'est quand même la plus connue dans le monde. Oui. Et John Mack avait été sollicité par des ufologues pour analyser le cas de gens qui prétendaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Et lorsqu'il a écrit un livre là-dessus, il s'est mis à dos à peu près toute la colonie la colonie de scientifiques de Harvard, de l'université de Harvard, ce qui n'est pas n'importe quoi non plus.
Puis là, ils ont exigé ci puis ça. Bref, pendant un maudit bon bout de temps, il est obligé de mettre un terme à ça. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a un professeur de droit, parce que le droit à Harvard s'est pris au sérieux aussi. Ben oui. Harvard, en partant, c'est ça. C'est pas la dernière des universités. Non, c'est ça, non. Et qui a dit tout simplement, regarde, on va arrêter ça là, c'est fini, là. L'accusez-vous de quelque chose? Mettez ça sur la table, puis, alors il a dit, soyez sérieux ou fermez votre gueule. C'est à peu près ça qu'il a dit. C'est ça. Et ils ont été obligés de se fermer. Mais ça l'a écœuré, Mac, alors il est parti. Il est parti. Il a été récupéré par Lawrence Rockefeller, un milliardaire, qui lui a dit, moi, je voudrais que tu ne fasses que ça. Et il a dit, oui, ça m'intéresse. Et c'est là qu'il a parti une organisation, qui a donné naissance à son second livre, Passeport pour le cosmos, et il est décédé finalement accidentellement. C'est louche. C'est louche, cette histoire-là. Ouais. Il est décédé accidentellement en 2004. Bon. Mais Mac, s'il était vivant aujourd'hui, vous le dirait, arrêtez de traiter les gens qui disent qu'ils ont vécu quelque chose de malade, puis de ci, puis de ça. Le gars est un des plus éminents psychiatres. Si lui te dit non, ça c'est pas une maladie, il doit savoir un petit peu de quoi il parle. Ouais. Dans le sens que tu peux vivre une expérience métaphysique, paranormale, ufologique, qui va induire chez toi un dérèglement. Ah ben oui. Et là, si le psychiatre voit ton dérèglement, lui, là, il va faire la cause à effet, il va inverser ça, là. Parce que la cause, c'est l'OVNI, mettons. Oui. L'effet, c'est le trouble. Lui, il va se dire, non, la cause, c'est le trouble, puis l'effet, c'est l'OVNI. C'est ça. Parce que tu as un comportement bizarre, parce que tu dis que tu as vu un ovni ou un fantôme, ben oui, mais regarde dans quel état que t'es. Le gars, beau, il dit, non, c'est à cause de ça que je suis de même. C'est ça. C'est ça que d'abord Mac a voulu éclaircir. Bon, maintenant, essaie de me dire un peu par où on commence. Bon, écoute, moi, la première situation que j'ai vécu, je dirais, j'étais jeune, je dirais 18-19 ans. J'étais évidemment dans ma chambre à coucher, c'est tard dans la nuit. Je me réveille et je vois dans l'entrouverture de ma porte, je vois quelque chose qui bouge. Alors, là, écoute, je me frotte les yeux, à la limite, je me pince pour voir si je suis pas en train de rêver ou quoi que ce soit. Et là, ce que je vois un être, de là à dire extraterrestre, en tout cas, bref, c'était pas humain. Ce que j'ai vu n'était pas humain. Pourquoi? Les traits, au niveau des traits du visage, ça ressemblait pas à quelqu'un d'humain. Oui, c'était humanoïde, on s'entend, là, je percevais des bras, des jambes, parce que je sentais que ce personnage-là était accroupi puis qu'il me regardait. Et moi, c'est normal que s'il voulait me voir, peut-être... Mais dans quel état étais-tu? J'étais, tu sais, un peu comme quand tu viens de te réveiller. Tu te sens paisible. D'abord, j'avais beaucoup dessiné ce soir-là, parce qu'il faut comprendre que, bon, étant graphiste, c'est pas le cas classique des sceptiques, là, la paralysie du sommeil, là. C'est pas de ça qu'on parle. Non, j'étais pas paralysé du tout. Non, j'étais bien réveillé. C'est ça. Je me suis même redressé dans mon lit pour voir qu'est-ce qu'il en était. Comme je dis, je me suis frotté le visage, comme je fais souvent, tu sais, pour... Mais t'avais quoi, quel âge déjà? Entre 18 et 19 ans. 18-19 ans. Oui. OK. Mais un gars de 18-19 ans qui voit quelqu'un dans sa chambre, là, il me semble que tu te lèves et tu veux péter la gueule, comme on dit. Ben, j'ai été surpris, c'est sûr et certain. Puis là, je me suis comme redressé pour voir, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ce que j'ai ressenti, j'ai pas ressenti de menace. Oui, j'ai pas ressenti de menace. Ce que j'ai ressenti, puis ça c'est particulier parce que je me souviens de l'avoir écrit, parce que dès le lendemain, je l'ai dessiné pendant que c'était frais dans ma mémoire, je voulais le dessiner. Puis ce que j'ai ressenti, c'était... j'étais en paix. C'est comme si cet être-là émanait quelque chose de lui pour me calmer. Pour me dire, écoute, je suis pas ici pour te faire du mal, tout va bien, je suis juste venu faire un tour pour m'assurer que tu allais bien, puis continue comme ça, tout se passe bien. Ciao, bye. Mm-hmm. Puis en un clignement d'œil, il était parti.
Et là, on parle pas de partir, puis de se reculer, puis de partir. On parle de disparition. Vanish, ouais. Mais OK, parlons-en. Couleur. Évidemment, c'est le soir, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Parce que, excuse-moi, mais ça a été ça c'est Édouard. Oui, ça c'est le témoignage d'Édouard, qui est moi en réalité. C'est ça. C'est parce qu'à l'époque, tu préférais ne pas le mentionner. C'est ça. Mais dans les intelligences supérieures, oui, le dossier Édouard, oui, qui est mentionné, c'est toi, ça. C'est moi. C'est d'ailleurs toi qui as fait les dessins. C'est moi qui ai fait les dessins, là. c'est ça, de cette illustration-là. Puis je me souviens, Jean, quand je t'en avais parlé, je t'avais envoyé un dessin par email, puis tu m'avais retourné le dessin de 2 autres témoins qui avaient dessiné sensiblement la même chose. Avec moins de détails, évidemment, parce qu'ils ne sont pas illustrateurs graphistes comme moi, mais effectivement, il y avait des ressemblances. Donc ça m'a un peu conforté dans le sens où, écoute, je suis pas tout seul à avoir vu ça. Je suis pas tout seul à avoir vécu ce genre d'expérience-là. Puis on se pose toujours la question, j'ai-tu vraiment rêvé? Mais comment ça se fait qu'au nombre de rêves qu'on fait dans notre vie, il y en a toujours un rêve comme ça ou 2 dont on se souvient avec clarté, là, c'est limpide, c'est cristallin. Et ça, les émotions qui viennent avec aussi. Mais tu sais que quand tu dis, moi je dis vol de nuit, là, mais tu sais que quand on en arrive on a essayé tout à l'heure de faire la distinction entre des rêves et entre quelque chose qui ne l'est pas. Oui. Mais là, tu rêvais pas. Je sais que je rêvais pas. Tu rêvais pas. J'étais réveillé. J'étais réveillé, j'étais parfaitement réveillé. Je me souviens très bien même que ma blonde, à l'époque, était couchée à côté de moi, puis je l'ai regardée pour voir, es-tu réveillée elle aussi? Qu'est-ce qui se passe? Elle aurait freaké, là. Je pense que oui. Elle aurait freaké, c'est un temps solide. Mais en même temps, peut-être que ce qui émanait de cet être-là aurait fait que ça l'aurait calmé aussi. Parce que moi, il faut comprendre... je sais pas. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça, les filles, là. Il faut comprendre que, puis je t'en avais déjà parlé... Il y a beau être fin, là, mais c'est qu'il fait dans ma chambre. Ouais, c'est ça. Ils ont la territorialité. Je sais pas. Assez claire. On s'interrompt. On fait une courte pause. Parfait. Et on revient avec Éric Dorion, Les Faits maudits. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. Ciao, arrivederci, buonasera. Qu'est-ce que tu fais là, Marcus? Alors, j'apprends l'italien, j'ai réservé chez Casa Mia Pasta, puis je vais être bon. Non, Casa Mia Pasta, c'est les spécialistes de la cuisine italienne. T'es pas obligé de parler l'italien. Mais tu vas retrouver tous tes classiques. Les linguini, les fettuccini, la lasagne, des filets mignons, les fruits de mer. Bref, si tu veux manger le meilleur italien à Lévis, c'est chez Casa Mia Pasta. Pour réservation, faites le 88 903 9393, 88 903 93 93 ou directement sur place au 38 rue Charles Acadieux, derrière les Galeries Chagnon. Et profitez maintenant du service de livraison de 16h à 22h. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation, des travaux à terminer. Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88 683 3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. Ça y est, Rap Academy 2017 est enfin débuté. Surveillez les activités des participants via la page Facebook de Rap Academy et restez à l'écoute des émissions Rap Québec et Pop Urbain pour en savoir davantage sur les candidats, les juges et l'organisation. CJMD 96.9, la radio officielle de Rap Academy 2017. Rap Academy. CJMD 96.9, l'Alternative Radio. Du lundi au jeudi, dès 16h. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. Si vous me demandiez de résumer l'année politique précédente en un mot ou deux, ce serait El Donaldo. On n'a pas fini de parler de ça. Non. Politique correct avec Guillaume Raté-Côté. And we will make America great again.
CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'Alternative Radio. Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs politiques corrects, de l'information à l'état pur. CJMD 96.9. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. De retour aux Faits maudits avec Éric Dorion, mon invité, qui, soit dit en passant, se trouve à être l'auteur de plusieurs dessins que tu as eu la grande amabilité de faire pour illustrer des dossiers dans mes livres. Il y en a qui viennent de digifilm.ca, il y en a d'autres, mais toi tu dessines, tu fais le dessin. Tu sais. Oui, parce que je dessine, puis je fais du montage photo aussi, dépendamment de... Parce qu'à un moment donné, tu m'as ramené le faisceau mystérieux sur Gatineau, l'œuf de Vimy Ridge, en fait, on dirait des photos. Oui. Ça, c'est assez... c'est ça. C'est du photomontage. C'est ça. Ça, là, c'est du photomontage. Mais c'est bon. C'est très bon. Moi, j'adore ça. Et bon, c'est ça. Alors, c'est ta job, ça. C'est ça que tu fais. C'est mon métier. C'est ça. C'est mon métier. Je suis graphiste. On dit designer graphique, mais c'est du graphisme. Ouais, c'est ça, c'est du graphisme. C'est ça. Bon. OK. Alors, puis, je vais quand même le mentionner. Toi, ton entreprise, c'est EDC Studio. Oui. Absolument. EDC pour... En fin de compte, je me suis déjà appelé Éric Dorion Création. Puis quand j'ai lancé mon entreprise il y a quelques années, je me suis renseigné si ça existait. Puis évidemment, c'est un styliste à Montréal. Oh. Fait que il a fallu que je change de nom, mais j'ai gardé quand même l'appellation. Tu sais, ED Éric Dorion, EDC Créativité, EDC Studio. Puis ça fonctionne bien. Bon, c'est ça. Et là, Éric, quel âge as-tu? 42 ans. 42 ans. Donc, à 18-19 ans, tu vois cette créature-là dans ta chambre. Là, j'aimerais qu'on en parle un peu, là, qu'on le décrit, parce que dans le livre, j'ai pas accès aux couleurs. Je peux pas mettre de couleurs dans le livre, ça coûterait une fortune, en offset, comme on dit. Oui. Alors, pour éviter ça, moi, je t'ai toujours dit, perds pas de temps à mettre des couleurs, envoyez-moi ça en noir et blanc. Et mais j'aimerais ça que tu m'en parles. Qu'est-ce que ça avait de là? Debout, il aurait mesuré combien? Debout, de ma perception, il aurait eu la même grandeur que moi environ. Que tu as là, donc? Oui, la même grandeur. Donc, on parle de... Moi, je pense à... Je dirais, moi, je fais 5 et 8. Puis... 5 et 8, alors ça, c'est moi, ça, 5 et 8. Moi, c'est moi, ça. 5 et 8. Moi, je fais 5 et 8, 5 et 8 et demi. Il faut faire bien attention. Ça doit, parce que t'es plus grand que moi. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Un petit peu plus grand. La couleur, là, je dirais... J'étais en train de dire que J'étais en train de dire que je rétrécis. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non. On rétrécit pas, mais on vieillit pas. J'ai rendu un certain âge, on s'assagit, c'est ça? C'est vrai. Oui. Ce que je disais, dans le fond, si on revient à notre créature... La perception que j'en ai eue là, quand je le regardais, évidemment, c'était la nuit, donc un peu plus sombre dans ma chambre. Qu'est-ce que tu voyais de lui? Ce que je voyais, c'était sa tête. Donc, il faut imaginer, imaginons quelqu'un qui est accroupi en arrière d'une porte, puis qui s'étire. Une porte de quoi? C'est la porte de ma chambre qui était entrouverte. La porte de ma chambre étant entrouverte donnait sur mon corridor. Lui, c'est comme s'il était caché en arrière de la porte, du côté corridor. Accroupi. Accroupi, là, en petit, mettons, on se place en grenouille, là, comme on dit, en petit bonhomme, là, sur les pieds. Il voyait-tu le bout des genoux? Puis, je voyais pas le bout des genoux, j'ai juste vu sa tête. Mais la façon dont il était positionné au niveau de sa tête, puis les proportions de sa tête, puis de ses épaules... Si tout le reste va avec, le gars fait 5 et 8. Oui, c'est ça. Puis je regardais ses épaules, c'était pas des petites épaules chétives. J'ai vu une épaule, tu sais, c'était une épaule bien bâtie, je dirais, fait que le reste... Couleur de peau? Couleur de peau, là, tu sais, un gris qui tire sur le rose. Alors, c'est pas un gris bleuté ou un gris... C'est pas une couleur de peau humaine. C'est pas une couleur de peau humaine. Mais c'était pas maladif. Non, ça semblait être une peau en santé. Gris-rose, il n'y a pas un dauphin qui était manché de main? C'est possible. Je ne le connais pas en... La texture de la peau. Parce que nous autres, on a du poil, on a des boudons, on a toutes sortes de choses. Pas de poil. On parle d'imberbe, ça veut dire pas de sourcils, pas de cheveux.
Pas de sourcils, pas de cheveux. Pas de sourcils, pas de cils? cheveux. J'ai pas détecté de cils non plus, mais là, faut dire que moi, j'étais dans mon lit, puis je le voyais sur une distance. On peut mesurer peut-être 7-8 pieds pour se rendre jusqu'à la porte de chambre. Même à 4 pieds, c'est dur de savoir. Même à 4 pieds, c'est dur. Par contre, au niveau de la couleur des yeux, parce qu'il faut comprendre une chose, moi, la fenêtre de ma chambre, le store était toujours ouvert, puis il y avait un lampadaire qui était là. Il éclaire toujours dans ma chambre, donc c'est pour ça que j'ai pu percevoir un peu la couleur. Puis le lampadaire, de la façon dont il était placé, il éclairait un petit peu... c'est pas le lampadaire qui lui donnait cette couleur-là? Ben, c'est un... Tu sais, les couleurs de lampadaire, c'est ce qu'on appelle du daylight. Ça veut dire que c'est une lumière qui est comme jaunâtre un petit peu, comparativement au nouveau globe là, qu'on voit qui sont blancs, c'est froid, là, on préfère les lumières, c'est le même principe. Moi, de ce que je voyais... parce que autrement, ma chambre aurait été teintée par les mêmes couleurs aussi. Je percevais quand même les couleurs. C'est ça, tu percevais les couleurs normales. Je percevais les couleurs normales de ma chambre. Donc et c'était sa peau, c'était pas un revêtement quelconque? C'était pas un revêtement. Évidemment, j'ai vu son épaule, j'ai vu une main qui est venue s'accrocher sur la porte un peu pour s'étirer le cou puis me regarder. C'est ça, c'est ça qu'on voit dans le dessin. Là, absolument. Puis les yeux, au niveau des yeux, c'était dans les mêmes teintes aussi. Je dirais peut-être un yeux gris, les yeux gris, peut-être plus beige que rose, mais c'est ce que j'ai vu. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'expliquer là, à la radio, mais nous autres, on a des yeux qui sont, on va appeler ça des yeux en amande. Oui, un peu. On peut imaginer des yeux un peu bridés, mais à partir du nez, et non pas à partir du coin, des coins extérieurs des yeux. C'était comme... Ben nous autres, on n'a pas les yeux bridés, mais je regarde tes yeux, sont ovales. Oui, c'est ça, alors, ovales. La pointe vers le nez, c'est pointu. C'est ça. La pointe vers l'extérieur du crâne, c'est pointu aussi. Pas lui. La pointe au niveau des yeux extérieurs, c'était pointu, mais ici, près du nez, au niveau des sinus, c'est comme s'il y avait de la peau qui avait été rajoutée. Et là, je dis rajoutée comme si, mettons, on parle un maquillage pour les Star Trek et les Star Wars de ça. Là, lui, c'était naturel. C'était vraiment, là, il y avait comme un bout de peau qui était rajouté, puis ça venait terminer son nez. Puis, il y avait un nez normal. Il y avait un nez, il y avait un nez normal, il y avait une bouche normale. Puis évidemment, il y avait... ici, au niveau du crâne, on a tous une espèce de ligne qui passe du coin supérieur, de l'arcade sourcilière. Lui, il y avait vraiment une ligne qui était proéminente, comme une espèce de creux. Quelle ligne tu parles? J'ai pas de ligne de même. Ici, là, si, on parle à la base du crâne, ici, là, quand on pèse ici sur les arcades sourcilières, bon, mais c'est creux un petit peu. Ce creux-là continuait jusque dans le milieu du crâne. Ah, je comprends. Il y avait comme deux sillons, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Ah, ouais. Et pour ce qui est du reste, il était souriant. Tu sais, c'était pas un regard hostile. Je sentais que c'était un regard paisible puis souriant, en voulant dire, bon, écoute, je suis venu juste m'assurer que tout allait bien. Continue comme ça. Est-ce que il t'a senti qu'il savait que tu étais là? Oui. Et que tu le voyais? Oui. Oui. Okay. Un peu comme quand tu arrives à l'improviste chez une personne, puis tu dis, je suis venu te faire un coucou. Ben oui, j'ai vu ta voiture arriver, c'est le fun. Je suis content de te voir. Bisous, bisous. Merci, bonne journée. OK. C'est comme ça que je l'ai pressenti. C'est vraiment ça que j'ai senti. Écoute, je suis venu voir si tout allait bien, puis tout va bien. C'est qui ça? Très bonne. Je me pose encore la question. Parce que il m'est arrivé d'autres situations où je sais qui est venu me voir. Lui, je peux pas dire c'est qui. Et c'était pas familier non plus, dans le sens, ben oui, je le connais, ben oui, non, je sais. Du tout. Ben, même en dessous, même inconsciemment. Inconsciemment, du tout. Je me pose encore la question, qui était ce bonhomme-là? Puis c'est quoi l'idée de se mettre à quatre pattes pour regarder par la porte, je veux dire? Probablement parce que s'il avait été debout, il m'aurait pas vu. Parce qu'il faut expliquer que moi, étant un graphiste, j'avais 2 tables à dessin côte à côte. Un petit peu en face de ma porte. C'est fin quand tu veux sortir. Ça. Oui, ben en face de ma porte, ça veut dire qu'il fallait que je contourne ma table à dessin pour sortir. Mon lit n'était plus un lit, c'était un matelas pour prendre moins de place, pour avoir plus de place mon matériel d'artiste à terre. Vraiment à terre. Donc, s'il avait été debout, dans le cadre de porte, pour me regarder, il n'aurait pas vu, il aurait vu probablement le coin de ma table à dessin. D'ailleurs, il a probablement essayé, puis quand tu as vu qu'il ne te voyait pas, il s'est dit, je vais descendre. C'est possible. Alors là, il s'est comme accroupi, puis là, il me voyait. L'angle me voyait, parce que je vois encore l'image où je vois moi, je suis couché,
En étant couché, l'angle de vue que j'ai, c'est le dessous de mes deux tables à dessin côte à côte, puis lui un petit peu plus bas dans l'ouverture de la porte. Puis il y a peut-être une chose qui est intéressante de mentionner. Tantôt, tu me demandais c'était quoi ce que tu ressentais. Oui. J'ai pas ressenti de peur. Une chose qui est importante de mentionner, c'est que moi, depuis E.T., en 82... Depuis qui? E.T. 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 l'extraterrestre. Oui, l'extraterrestre. Le film de Spielberg. J'ai développé je dirais plutôt que ça a éveillé en moi une phobie. De me faire visiter par des extraterrestres, de me faire enlever par des extraterrestres. OK, attends, on n'a pas le même âge, là. Toi, tu as vu E.T., je me rappelle plus. En 1982. Alors, t'avais quel âge? J'avais 7-8 ans. 8 ans, je dirais que j'avais 8 ans. Et ça me rajeunit pas. J'en avais 32. Oui, c'est ça. E.T., ça ne rajeunit pas personne, puis c'est encore un merveilleux film. J'avais 32 ans, il y avait 7 ans. Tous ces films-là, les films d'extraterrestres ont toujours éveillé une certaine... Mais il était fin, E.T. Il était fin. En fait, il était fin, mais il y a toujours un côté dramatique au film. Le début, entre autres... Dramatique causé par les humains, pas par lui. Oui, causé par les humains, mais pourquoi ça a éveillé une phobie en moi, j'en ai aucune idée. Et le coup... parce que t'es enlevé toi-même. C'est possible. Forcément. Mais si c'est le cas, je m'en souviens pas. Ben non, moi, on s'en souvient jamais de ça. Mais le coup, c'est les bouts, faut quasiment aller sous hypnose à tout coup. Ouais. Moi, je veux dire. Oui, on en a souvent. Spontanément, il y en a qui se souviennent, mais c'est excessivement rare. Le coup qui m'a été fatal dans le domaine de la peur des extraterrestres, ça a été Fire in the Sky. L'histoire de Travis Walton. Travis Walton, c'est ça. Quand j'ai vu ce film-là... Mal fait, ce film-là. Le film est mal fait, mais la séquence où il se fait... Évidemment, on s'entend pour dire que le film et le livre, c'est pas la même affaire. Non, c'est moi, je connaissais rien du livre, absolument rien. Mais toi, tu dis, m'en fous, moi, je te parle de ce que j'ai vu. Ouais. Le film... Ils sont pas fins, eux autres. La séquence de l'enlèvement, leur visage, écoute, j'ai été... Ils sont très laids. Ils sont très laids. Puis j'étais ado quand j'ai écouté ce film-là avec mes parents, et je me souviens d'avoir regardé mes parents dire je me sens même pas assez courageux pour aller me coucher tout seul dans ma chambre. Arrête non, mais t'avais quel âge? J'avais... Ça arrivé plus tard. Je dirais que j'avais 14-15 ans peut-être quand j'ai vu ce film-là. Peut-être, on va faire une moyenne 15 ans. Mais ce film-là, ça a pris... Avant que je sois capable de m'endormir sans y penser le soir, là, ça a pris 3 mois. Et je me souviens encore que je me couchais avec mes couvertures sur ma tête et je shakeais dans mon lit. T'as vécu quelque chose, toi. Et, c'est sûr. Écoute, puis les 3 années qui ont suivi, jusqu'à temps que je rencontre ma blonde, avec qui j'étais justement quand le gris rose est venu me voir. Il y a des soirs où je me réveillais en sursaut puis je mettais ma couverture puis là pas de son, pas d'image, là j'étais trempé de sueur puis elle me disait mon Dieu mais qu'est-ce qui se passe, à quoi t'as rêvé? Je sais pas mais c'était pas beau, j'ai pas aimé ça. Et ça a duré un bon 3 ans de phobie où je me couchais le soir. Les 3 premiers mois après avoir vu le film, je me couchais et c'était la phobie d'avoir la visite de ces on règle une chose ici, là. Il est clair, c'est l'évidence même que tu as subi quelque chose de significatif. Là. Moi, c'est l'ufologue qui parle. Oui. Regarde, mais je m'en souviens pas. Non. Mais c'est sûr et certain. Et puis c'est viscéral, là. La peur au ventre. Ouais. C'est parce que le film m'a fait ressortir. Oui. Et moi, quand j'ai déjà donné une conférence, puis la madame assise au 4e rang, elle s'est levée, elle est allée vomir. Là. Oh oui. Mais elle était venue juste pour accompagner une amie, puis ceci, puis c'est ça, mais quand elle a entendu l'histoire que je racontais du dossier que je traitais, parce que dans ce temps-là, j'avais le CPI, une organisation de recherche dans l'Outaouais. Et puis là, je la voyais, j'ai dit, mon Dieu, elle a quelque chose, elle, qui va pas. Puis elle m'écoutait, puis je veux dire, tu voyais la panique qui s'enflait d'elle. J'ai eu sur elle le même effet que ton film a eu sur toi, là. Oui. Rencontre du 3e type. Oui, ça, c'est autre chose. J'ai adoré ce film-là, mais la séquence où on voit les extraterrestres sortir du vaisseau mère à la fin, j'ai jamais aimé ça. Puis aujourd'hui, à ce temps, je le regarde d'une autre façon. Mais j'ai jamais aimé ce bout-là. Je l'ai apprécié parce que j'adore les films de science-fiction. Mais cette séquence-là, là, je regarde ça, puis je me souviens encore. Puis ça, évidemment... As-tu des phobies? Ça a été ma seule phobie.
Non, as-tu des phobies? Ah, OK, t'as pas de phobie? Oui. Non, j'ai pas de phobie et je sais que je n'aime pas me retrouver dans le noir tout seul, mais la raison pour laquelle je ne voulais jamais me retrouver dans le noir tout seul, c'est de faire face à un extraterrestre. Peu importe qui il est, on va appeler ça un gris parce qu'évidemment, les images qui nous ont été... Dirais-tu ça un officier des douanes quand tu veux traverser l'autre bord des États-Unis? Ou Nebrugge? Aux États-Unis, non. Non, c'est une façon de parler. Non, je parlerai pas de ça. Pourquoi tu le fais, là? Parce que, premièrement, tu as une ouverture d'esprit pour qu'on puisse en parler, de un. Et de deux, c'est le sujet un peu, c'est un fait maudit. Donc, c'est important. Je pense que c'est important. Tu as le sentiment que les gens qui écoutent sont capables... J'ai le sentiment que les gens qui écoutent sont capables d'être réceptifs à ça. C'est ça. Et à la limite, il y a des gens qui vont écouter, qui vont faire le petit Chris, il réveille en moi, lui aussi, des émotions. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Entre autres, là, peut-être que le monsieur de la 40, là, ton témoin de la 40, qui lui, s'il écoute ça, il va dire le petit... Il l'écoute pas, lui. Et il l'écoutera pas. Non, il l'écoute pas, lui. Il lit pas mes livres, puis il lit rien. Et puis, il écoutera pas cette émission-là non plus. Parce que, bon, oui, mais lui, c'est ça. Ah non, lui, ça l'a marqué. Lui, c'est un gros choc. Puis Jacques et Lucie aussi, même chose. Là. Ça, c'est des gros dossiers qui ont été... c'est pas qui ont été mal gérés, mais où ces deux-là ont ressenti une hostilité qui pourtant n'y était pas. Parce que moi, je leur ai demandé, est-ce que tu as eu le sentiment qu'ils étaient hostiles, qu'ils voulaient t'embarquer, qu'ils voulaient te blesser, te faire mal? Dis, non, jamais, d'aucune façon. C'était après. Oui. Comme si ça avait réveillé des terreurs antérieures. Absolument. Parce que, comment je dirais ça? C'est pas parce que t'as peur d'une couleuvre qu'elle est mortelle. Non, absolument pas. C'est pas parce que tu as peur d'une souris qu'elle va te manger un bras. Non. Tu sais, comment tu dis? La peur. Et c'est pas parce que tu as peur d'un extraterrestre qui sont méchants. Pas nécessairement. Ou hostiles. Non, absolument pas. On peut avoir la peur de l'inconnu, d'abord de voir des formes comme ça. Ouais. Comme si ta chum s'était réveillée quand tu étais avec elle, puis que la créature t'en a de la porte. Elle aurait peut-être pas géré ça de la même façon. Elle aurait peut-être poussé un maudit cri, puis là, toi, il aurait fallu que tu gères sa peur. Tu sais. C'est ce qui m'amène au point que, comment ça se fait que j'ai pas eu peur? Alors que les films comme Fire in the Sky, les films comme E.T., ça l'a un peu moins réveillé. Ça a éveillé une certaine peur, mais Fire in the Sky, là, ça a été le coup fatal. Mais là, devant cet être-là, oui, j'ai été surpris, mais tout de suite, j'ai ressenti un calme. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé, je dirais, un processus très long à apprendre à apprivoiser ma peur pour ne plus avoir peur aujourd'hui. De ça. Puis E.T. t'a fait... E.T., ça l'a éveillé la peur. C'était un extraterrestre qui vivait quelque chose de peu commun avec un jeune. Puis un jeune qui pourtant n'a jamais souffert de la présence de cet extraterrestre-là. Sauf au début, quand il fait la première rencontre dans le champ de maïs, où il est terrorisé. Là, tout le monde part à... tout le monde a fait un saut, puis ça, c'est là, moi, que j'ai eu le déclenchement. C'est là que, mon Dieu Seigneur, ça a éveillé une phobie, une peur là, viscérale, là, au point d'en être malade. Là. C'est ça que tu as dit. Oui. Je veux dire, regarde, moi, malheureusement, moi, les films on n'avait pas de films d'extraterrestres dans mon temps. Je peux pas, I can't relate to that. Je peux pas, j'ai rien. Tu sais, moi, c'était les Flying Saucers. C'est ça. Des niaisages même, tu sais. Mais le seul premier extraterrestre que j'ai vu au cinéma, c'est Klaatu, du film Quand la Terre s'arrêta à 3 jours. Le jour où la Terre s'arrêta. Oui, c'est ça. Ça a été repris depuis par Keanu Reeves, mais le film original avec Michael Rennie, c'est un homme. C'est ça, c'est un homme bien ordinaire. Un humanoïde humain. Oui, c'est un humanoïde, comme Keanu Reeves d'ailleurs. Oui. Il n'était pas épeurant. Pas du tout. Puis rendu quand ils ont commencé ça, au-delà du réel, puis ainsi de suite, je t'ai rendu à un âge où... Mais moi, je n'ai jamais ressenti ça de peur ou de terreur. Oui, ça m'est déjà arrivé une fois, là, mais en tout cas, pas important, c'est pas de moi. Bon. Puis,
J'en avais déjà parlé avec un de mes amis à un moment donné, puis et il me dit, du haut de sa grande sagesse, « Ah, il dit, t'as rêvé. T'as fait un rêve, puis ça t'a terrorisé. » Ils ont d'autres choses à dire. Ils ont toujours la réponse à tout. Puis des fois, je me fais dire, écoute, Éric, t'écoutes trop de films, t'es un maniaque de cinéma. Oui, c'est vrai, sauf que des films d'horreur, les Jason, les Vendredi 13, puis tous les tueurs en série, les films les plus stressants qu'on peut voir, j'en ai écouté là, quand je te dis. Ça t'a jamais traumatisé? Jamais traumatisé. Au contraire, je savais que c'était des effets spéciaux et ça me fascinait. Fire in the Sky, je savais très bien que c'était des marionnettes. C'était vraiment bien fait pour l'époque, mais ça m'a terrorisé, ce film-là. Puis c'est pas de voir... C'est le concept. C'est le concept qui m'a terrorisé, c'est pas de voir ce qu'il lui faisait comme expérience. C'est quasiment ce que je ressentais pratiquement ce qu'il vivait. Et c'est ça qui m'a jeté complètement à terre. Là. J'étais terrorisé, j'étais paralysé, j'avais de la misère à me coucher le soir. Aller me coucher pour moi le soir, là, c'était un fardeau. Parce que je savais que la peur se réveillerait dès qu'il commencerait à faire noir. Des petits bruits, les petits ombres passées dans les fenêtres, qui peut être n'importe quoi. Ça peut être la lueur d'une voiture qui passe dans la rue avec... ça me prenait des heures avant de m'endormir, la couverture sur la tête, puis surveiller tout partout pour être sûr qu'on ne vienne pas me chercher. OK. Ça, c'est au niveau de la perception. Ouais. Mais tu as vécu d'autres choses. Depuis que je suis tout petit, je vis des... Il y en a qui appellent ça être physionomiste ou physionomisme. Toi, tu as parlé dans une de tes dernières émissions pas d'empathie, de ressentir les émotions chez les gens. Oui, mais c'est la résonance. La résonance, mais il y avait un autre terme que tu avais sorti, je me souviens plus. Bref, je t'explique. Non, dans les yeux des gens. Non, mais tu veux pas, on fait une pause. on va faire une courte pause, comme d'habitude, et on revient dans quelques instants au Fait maudit avec Éric Dorion. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Pour contacter l'équipe, un seul endroit, www.969fm.ca. CJMD 96.9, l'alternative radio. Talk, rock and hip-hop. 50% talk, 50% musical. 96.9 CJMD FM. La seule radio à Lévis. 96.9 CJMD Lévis. www.969fm.ca. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. La seule et unique alternative radio au Québec. Fait coup de changement? Branche-toi à CJMD 96.9. La radio déformatée. Nous, on fait les choses différemment. Ciao, arrivederci, buonasera. Qu'est-ce que tu fais là, Marcus? Alors, j'apprends l'italien, j'ai réservé chez Casa Mia Pasta, puis je vais être bon. Non, Casa Mia Pasta, c'est les spécialistes de la cuisine italienne. T'es pas obligé de parler l'italien. Mais tu vas retrouver tous tes classiques. Les linguini, les fettuccini, la lasagne, des filets mignons, les fruits de mer. Bref, si tu veux manger le meilleur italien à Lévis, c'est chez Casa Mia Pasta. Pour réservation, faites le 88 903 9393, 88 903 93 93 ou directement sur place au 38 rue Charles Acadieux, derrière les Galeries Chagnon. Et profitez maintenant du service de livraison de 16h à 22h. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à induction, kit de mixologie, clé USB Star Wars, faux suspendu pour plan de tasse à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. Ma? Oui, mon chou? Le groupe prépositionnel, là. Comment je fais pour trouver ça? Ma? Allô, prof. Ma, j'ai besoin d'aide. Oui? En anglais, là, c'est quoi déjà un auxiliaire modal?
Auxiliary model. On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allo Prof. Quand on dit qu'on est hip-hop à CJMD, on l'est pas à moitié. Surtout le jeudi soir avec 100% hip-hop. Une émission concentrée sur le rap avec un thème bien précis que l'on explore de fond en comble. Le jeudi, de 8h à 10h, 100% hip-hop. Beaucoup plus chill. Le vendredi soir, quand tu veux être lazy avant de sortir ou simplement rester relax pour préparer ton week-end, manque pas Hip Hop Urbain avec Big Ten, Narga, Delay, RMS et Jeffrey. Quand il est là, ouais. Le vendredi soir de 8h à 10h. Du gros rap keb, du gros rap français, pis du gros rap américain. Somme toute, du gros hip-hop. Manquez pas ça les jeudis et vendredis soirs de 8h à 10h à CJMD. C'est hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative radio. La seule station à Lévis. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. Nous sommes de retour avec Éric Dorion de EDC Studio, un graphiste avec qui je travaille souvent. Vous allez remarquer ses dessins un peu partout dans mes livres. J'ai retiré plusieurs articles, comme je l'ai déjà mentionné, de mon site parce que je veux me consacrer aux faits maudits. Je veux je veux inclure mes articles dans mes émissions. Alors, vous l'avez noté, des émissions solo, j'ai pas d'invité, c'est ça, ce sont ces articles-là. Revus et corrigés, croyez-moi, parce qu'il y en a que ça fait 2011-2012, tu sais, j'ai grandi depuis ce temps-là. Ouais, il y a eu des mises à jour aussi sur certains dossiers. Des mises à jour que je suis obligé de faire aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à me parler, à m'écrire? Qu'est-ce qui t'a amené chez nous? Denis Lévesque. Une émission sur Denis Lévesque, pas sur Denis Lévesque, mais une émission à Denis Lévesque où tu parlais d'ufologie. C'était ton premier livre. Oui, Certitude ou fiction. Certitude ou fiction. On parle de 2010. Là. Oui. Et j'ai dit, tiens, je vais y écrire. Puis, on a commencé à s'écrire tranquillement, pas vite. Moi, je te proposais mes services, si ma mémoire est bonne, pour du graphisme, l'illustration. Mm-hmm. Puis, petit à petit, à un moment donné, je t'ai écrit, tiens, garde, j'ai déjà dessiné ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu. On parle du témoignage d'Édouard. Mais il y a un témoignage, mais tu m'as envoyé aussi, à un moment donné, un dessin où tu es debout, t'as rien sur le dos, là? Oui, il y a trois... c'est quoi ça? Il y a trois... Ça, c'est pas aller nulle part. C'est pas aller nulle part. Ça, j'ai dessiné ça, je dirais que ça sort tout droit de mon imagination. Ah, ok, c'est de l'imagination. Mais c'est de l'imagination, sauf que quand j'ai fait ce dessin-là, j'étais pas gros dans mes culottes. Quand j'ai fait ce dessin-là. C'est comme si c'était une peur que j'ai retransmis en illustration. La peur de me retrouver dans cette situation-là, entouré de 3 êtres extraterrestres, me faire surveiller, me faire analyser, me faire... Ouais. Alors toi, finalement, l'événement principal paranormal ou métaphysique, c'est la créature dans ta chambre. Oui, celui-là qui est le plus significatif, c'est celui-là. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, parce que lui, le plus significatif dans le sens où c'était une période où j'avais incroyablement peur des extraterrestres. Donc ça, quand j'ai vu ça, ça a été un choc. Pourtant, t'as pas eu peur, là. Mais j'ai pas eu peur. Probablement c'est peut-être ça qui est venu te dire aussi. Possible. Calme-toi, oui. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, c'est possible. T'as plus ça, là. J'ai plus ça. C'est sûr que ça a été un long processus avec le temps, là. Ouais. Jusqu'à un moment donné où je me choque, il y a quelques années, il y a peut-être 6-7 ans, puis que je décide de réécouter Fire in the Sky, mais 2 jours, avec des grosses lumières, puis le son pas trop fort. Et là, j'ai exorcisé, mais je tremblais quand j'ai écouté ce film-là. Quand je l'ai réécouté, je tremblais un petit peu, puis à un moment donné, ça s'est estompé. Tu t'étais rendu dans la trentaine, là. Oui, 7-8 ans. On parle de 30... Là, j'ai 42. On parle de
34-35 ans. Et j'avais encore les gros frissons. Je tremblais quand j'ai écouté cette séquence-là. Puis après ça s'est estompé. Ça s'est estompé. Mais pour ne plus avoir peur aujourd'hui, je me couche, puis même là, je suis seul en appartement parce que je viens de vivre une séparation, malheureusement. Donc, je suis seul dans un appartement, puis j'aurais toutes les raisons du monde d'avoir peur. Oui, c'est pire. Je suis seul, pas en tout, même au contraire. Je me sens... T'as mis un signe bienvenue sur le toit? Presque. Puis je me sens... là, on tombe dans les petites expériences. Je dirais que depuis un certain nombre d'années, je sais que... Puis là, c'est pas une croyance. Encore une fois, c'est un fait. Je le sais, je le sens. Je suis pas tout seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis accompagné. Il y en a qui appellent ça des guides spirituels. Il y en a qui appellent ça des anges gardiens. Bon, oui, ben on l'est tous. Ouais, on l'est tous. On l'est tous. Mais toi, tu le sens. Moi, je le sens. C'est ça, je sais qu'ils sont 3. Oui, ben moi, on a notre esprit à nous autres. Oui. On a un protecteur qui, lui, veille à ce que le fatum ou le destin se déroule comme prévu. Oui. Et que personne vienne niaiser si c'est pas écrit dans tes affaires. Autrement dit, s'il est écrit quelque part que tu as écrit en passant, fait que plainte pas si ça arrive. C'est ça. Que tu te fais renverser par un camion puis tu deviens paraplégique. Si c'est écrit, parce que c'est toi qui as voulu ça, parce qu'il y a quelque chose de très précis que tu vas aller chercher dans cette tragédie-là, ça va arriver. Oui. Mais si c'est pas là, ça arrivera pas. Il va arriver quelque chose, il va t'enlever de là, le truck va retrouver ses freins, il va arriver quelque chose. Quoique, moi, ce que je me suis fait dire, c'est c'est pas qu'ils sont paresseux, mais ils sont économes. Pourquoi commencer à jouer sur la matière, puis faire que les freins, puis ci, puis ça, quand c'est si simple de te souffler à l'oreille? Ôte-toi de là. Tâche-toi donc. C'est ça. Puis tu le fais, tu sais. Oui. Alors, c'est bien moins compliqué, tu sais. Oui. C'est pas toujours miraculeux. Bref, donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est un conseiller. C'est un conseiller, c'est un conseiller de vie, un coach de vie, si tu veux. Oui. Et à qui tu peux t'adresser. Moi, à un moment donné, il y a une des personnes qui était avec moi en entrevue, et puis il est arrivé quelque chose pendant l'entrevue. Elles m'ont entendu lui reprocher quelque chose. Puis une fois que l'entrevue était terminée, elle m'a dit, pourquoi tu m'as dit ça? Je lui ai dit, pourquoi je t'ai dit quoi? Ben, elle dit, telle affaire. Ben, j'ai dit non, j'ai jamais dit ça, jamais de la vie. Puis le technicien était là, tu sais, puis le technicien me regarde en fronçant les sourcils en disant, ben non, t'as pas dit ça, tu sais. Et de toute façon, c'était un peu blessant, là. Jamais j'aurais dit ça à une invitée, Christy, qui vient de faire 300 km pour venir à mon émission. Je sais vivre, tu sais. Non, mais je sais bien que des fois je suis bête, là, mais il y a des... Jamais j'aurais dit ça. Et là, j'y ai repensé. Puis elle a des capacités. J'ai dit, j'y ai réécrit, j'ai dit, non, il y a quelqu'un, peut-être son coach, qui t'a dit, tu l'as entendu très clairement, tu sais, tel point, là. Fort possible. Tu sais, t'as manqué ça, là. C'est tel point, là. Puis elle l'a entendu. Fait que là, j'ai dit quoi faire avec ça, là. Ben oui. Parce que il faut donner suite à ce qu'on reçoit. Ouais. Alors oui, 3, moi je suis pas surpris de ça. Moi, c'est ce que je perçois depuis longtemps. Puis moi, j'en ai d'autres qui s'agglutinent quand j'écris. Oui. Puis là, ça vient de toutes les sources possibles, selon les sujets. Ça déboule. Ben, ça déboule parce que c'est ma mission, c'est mon fatum à moi, ça. T'sais. Alors donc, t'en as 3, tu les ressens. Oui. Mais... C'est flyé de dire ça, là. Oui, mais ça me fait pas peur, parce que bon nombre de personnes à qui j'en parle, qui sont ouverts à ça, ils font « Ouais, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps de me sentir conseillé, de me sentir guidé, de... » Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on parlait d'intuition, on disait télépathie, mais en réalité, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Puis moi, on parlait des dons tantôt, des capacités. Moi, depuis que je suis tout petit, j'arrive à détecter les personnalités dans les yeux des gens. C'est pour ça que je te disais tantôt, je te parlais de physionomie ou il y a un autre terme, mais en tout cas, bref. Ben, moi, je ressens la vibe. Ouais, toi, tu ressens la vibe. Moi, je ressens la vibration. Ça m'arrive aussi. Dans le sens que si quelqu'un
Tiens, je te donne un exemple. Là. Je t'interromps, dans le fond, mais je te donne un exemple. On verra ça. À un moment donné, il y a un type que je connais qui, il travaille souvent, puis il travaille, il fait beaucoup de travail. Tu sais. Il prend pas beaucoup de vacances, puis il s'arrête pas. Tu sais. Puis à un moment donné, il est parti prendre, il a finalement pris une vacance, ça a duré une semaine, je pense, ou 2, peu importe. Puis à un moment donné, je le vois, je passe à côté et je pogne. Il est en train de faire des affaires. C'est plus le même homme. La vibration que je ressens, là, c'est plus le même homme. Il est déconnecté de son travail. Il n'a plus le goût. Il n'est plus dedans. Pourquoi? Parce que les Christie de vacances, c'est une piqûre. Puis il s'est rendu compte que, n'ayant jamais pris toute sa vie, ou presque, là, il se rend compte de ce qu'il a manqué, puis il se rend compte de ce qu'il a envie, puis il en veut d'autres. Puis il en veut d'autres là. puis comme il peut pas, tu sais. Et là, c'est la frustration. Regarde, ça répète écrit. Noir sur blanc. J'ai tout ramassé ça. Et puis, il me l'a confirmé. Quand je lui ai demandé. Il dit, c'est tough. Il dit, je trouve ça tough. Mais tu sais, il n'était pas là en train de larmoyer sur le bord. Non. C'est pas ressenti quelque chose. C'est carrément ce qu'il dégageait, parce qu'il travaillait. Il dégageait ça. Alors moi, ça, je l'ai, ça. Ben ça, c'est mon quotidien. Ben c'est ça. Mais dans les yeux... Il y a un paquet de monde qui sont comme ça. Il y a un paquet de monde qui sont comme ça aussi. Mais qui ne le savent pas. Mais non, c'est ça. Ils ne savent même pas d'où ça vient, ça. Moi, écoute, je vais te raconter une anecdote. J'ai à peu près 9-10 ans. On vit dans un bloc appartement du Berger. Et le propriétaire, qui est très mou, loue à peu près à n'importe qui. Nous, mes parents, ils sont concierges. En fait, concierge, c'est un grand mot, mais c'est nous autres qui s'occupent de récupérer les chèques de paiement, de loyer, tout ça. Il y a un plus grand mot que ça, on appelle ça des superintendants. Ouais, c'est ça, exactement. Mais à cette époque-là, ils disaient concierge. Parce que de temps en temps, on allait faire du ménage un petit peu. Bref. Et le monsieur en question, le propriétaire, a un logement qui est vacant. Donc, fait venir un gars, c'est nous autres qui s'occupaient de faire les réunions entre le propriétaire et le nouveau locataire. Et le gars rentre, un baraqué, là, un gars de, je dirais, 6 pieds, 200 livres, facile, un costaud, barbu, je me souviens encore qu'il était rouquin un peu. Et il y a quelque chose que je ressens chez lui et que je n'aime pas. Puis je vois dans ses yeux que ça fonctionne pas. Mais du haut de mes 9-10 ans, je dis pas un mot, moi, là, parce que je me promène dans la maison, je fais mes affaires, mais je le vois. Alors, quand le gars part, il explique au propriétaire, écoutez, je vais prendre le mois, le loyer gratuitement pendant un mois, je vais repeinturer votre loyer, tout ça, puis OK, on signe, c'est beau, fini. Évidemment, le gars a jamais payé son loyer, il a jamais peinturé son loyer, puis il a sacré son camp. Moi, entre-temps, je dis à ma mère, qui a toujours été réceptive à ça en passant, ma mère a toujours été ouverte à ça, j'ai dit, maman, ce gars-là, c'est un tueur. Il a le regard d'un tueur. Elle me dit, ah oui, ouais. Mon père est un petit peu plus sceptique, quoique il y avait du pif lui aussi, il a toujours eu du pif, mais sur ces choses-là, il faisait attention. Mais il m'a pas dit, voyons Éric, arrête ça. Il m'a juste dit, Éric, porte pas de jugement. Fait que c'était une façon sage de me dire, t'as peut-être raison, mais en même temps, va pas trop vite dans ton jugement. Mais il m'a pas dit, voyons, arrête ces niaiseries-là. C'est pas ça qu'il m'a dit. Tu peux verbaliser une émotion. Oui. Que si tu penses que quelqu'un est un tueur, puis tu le dis pas, je te dis pas d'aller le dire à la radio, faire une conférence de presse ou lui dire à lui ou à ses proches, mais tu peux dire à ta femme, tu peux dire à toi, moi je ressens que ce gars-là c'est un tueur. Oui. Moi, je voudrais bien qu'on vienne me dire, porte pas de jugement. T'en fais, moi, des porte pas de jugement. Si c'est ça que je ressens, tu vas le savoir. Oui, sauf que là, on est dans une époque où mon père éduque son fils. Non, je parle pas de ça, je parle pas de ton père, mais je parle... Tu as le droit de le dire, de le verbaliser à quelqu'un si tu sens le besoin de le faire, parce que c'est ça que tu ressens, faut que tu le dises. Ben, écoute, suite à ça, le gars sac son camp, évidemment, on ne m'entend jamais parler, et peut-être quelques mois plus tard, je lis le journal, le matin, oui, du haut de mes 9-10 ans, je lisais le journal, mon père était très fort sur l'actualité, les nouvelles, puis on regardait le journal ensemble, et à un moment donné, je tends le journal à ma mère, je lui dis, maman, regarde, c'est la photo du gars. Ah ouais? Oui. Qui était arrêté par la police pour meurtre sur le boulevard Perle-Lièvre, dans des blocs appartements qu'on venait de construire juste à côté de la rivière Saint-Charles. Là, ma mère m'a regardé, elle m'a fait un petit signe de tête, elle a dit, OK, mon grand. Et ça, des situations comme ça,
c'est du quotidien pour moi. Voir dans les yeux des gens, ressentir les émotions. Puis c'est variable d'une personne à l'autre, dépendamment de sa... Est-ce que tu es capable de sensibilité. pinpointer dans le temps quand ça a commencé, ça? Je pense que j'ai toujours été comme ça, parce que je me souviens encore quand j'étais petit, mais alors là, petit... j'étais assis sur le côté passager, puis évidemment, tu n'avais pas de bande à poing dans ce temps-là, nous autres. Hein, quand T'avais pas de quoi? Des bandes à poing pour les bébés, là, ou pour les enfants. Des bandes à poing. Les bandes à poing, c'est un banc qui était obligé de mettre dans la voiture, dans le banc en arrière, qui vient rajouter des bandes d'appoint. Un banc d'appoint. Oui, tu mets ton enfant là-dedans oui. pour qu'il soit full sécuritaire. Non, j'ai pas bien d'enfant en arrière de moi, à cet âge-là, je veux dire, à 2-3 ans, on te garochait en avant avec la ceinture. C'est ça. Moi, je m'amusais à regarder les gens dans les voitures qui passaient à côté de moi, puis surtout aux lumières, de lire leur regard. Et ça, au cégep, je me suis amusé comme un petit fou à cataloguer les gens. Mais c'est épuisant. Moi, ça m'épuise. Ben, toi, c'est parce que tu ressens les émotions. Moi, je les perçois. Ouais. Mais ça m'arrive de ressentir les émotions. Oui, puis je les... ça m'épuise parce que ça me tente, ça me fatigue. Oui. C'est pour ça. Moi, je te le cacherai pas. J'ai arrêté les conférences pour ça. Ben, j'espère. J'ai arrêté les conférences intimistes que je faisais ici où je demeure. Oui. J'en faisais 20-25 personnes. Je faisais ça en haut. Plus capable. C'est lourd. C'est lourd, parce que pendant que tu parles, puis que c'est pire, on va dire, c'est même pire. Parce que quand tu parles devant 500-600 personnes, on dirait qu'il n'y a personne qui pense. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils sont là, puis ils écoutent. C'est ça. C'est bizarre, ce que je te dis là. Ben là, les autres, ils venaient se confier. Mais quand ils sont 20-25, ils attendent quelque chose de plus. Mm-hmm. Et notamment que tu parles de ça, puis tu le fais pas, ils t'envoient une décharge d'émotions en voulant dire dépêche-toi de finir là-dessus, là, puis passe à autre chose. T'sais. Oui. Bang, en pleine face. Tu sais, je regrette, là, mais mais c'est pas... Il l'a pas dit. Si quelqu'un me disait ça, il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà dit ça en pleine conférence, de vive voix. Je l'ai-tu regardé, tu penses? Ouais. Mais là, je suis pas sûr de savoir c'est qui, puis c'est pas dit de vive voix, mais je le ressens. Mm-hmm. C'est fatigant, ça. Oui. Là, faut que je me batte contre ça, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que je projette, moi, comme énergie à ces gens-là qui sont là pour ça? Alors, non, moi, j'arrête ça. C'est ça. C'est ce que j'aime de la radio, parce qu'il n'y a pas un Christy Chan avant de moi, à part l'invité. C'est ça. Puis le technicien, des fois. Alors, je veux dire, je suis pas... je suis tranquille, je suis bien. Puis je veux dire, ça me fait... Oui, c'est peut-être plus slow, plus mollo, je le sais, mais c'est une émission de 2 heures. On va se calmer le pompon. C'est ça. Je commencerai pas à avoir un débit un débit de bulletin de nouvelles, moi, là, tu sais. Ben non. Alors, toi, tu ressens ça aussi. Oui, je ressens, mais je vois surtout... En fait, je le perçois sans le ressentir. Ça m'arrive de temps en temps de le ressentir, mais je le perçois. Donc, je suis capable d'être détaché. Je suis capable de me dire, hey, lui, là, il est dépressif, il va pas bien, il se passe de quoi. Puis, moi, ça me déprime, moi, quand je ressens ça. Moi, non. C'est là que l'empathie doit entrer en ligne de compte. J'ai le droit de le ressentir, mais il faut pas que j'embarque dans ça. Moi, je peux pas sauver la planète, puis je peux pas aider tout le monde. Non. Je suis pas pour aller taper sur les épaules de tous ceux qui sont déprimés, ça me gage. Je veux dire, on va passer à vie à faire ça. Là, c'est ça, là. T'es pas... là, c'est Gilles Keg qui fait ça. Gilles Keg, lui, donne un gros coup de main. C'est sa job. C'est sa job. C'est en plein ça. Puis ça, là, des petites... Celle-là, ça en est une qui est majeure. Vraiment, là, le meurtrier en question que j'ai détecté est majeur. C'est bon, ça. Ouais. Et d'autres situations comme ça, notamment dans le milieu du travail. Dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, dès les premières minutes dans l'entrevue d'embauche, je savais à quel genre de boss j'avais affaire. Et notamment une entreprise à Québec dont je nommerai pas parce que c'est une entreprise très, très, très populaire qui fonctionne très bien depuis de nombreuses années. J'avais pas le choix. Il fallait que j'aille travailler là parce que c'était une expérience que je devais aller chercher. Puis en même temps, je m'étais comme retrouvé en deux mandats qui, tu sais, bref, tu es engagé dans une entreprise pour un congé de maternité. Le congé de maternité prend fin. Ben là, on te dit, mais merci beaucoup pour tes services. Il faut que tu te revives de bord. Bye bye. Et là, j'avais comme pas le choix. Je suis rentré dans cette entreprise-là, mais dès les premières minutes où j'ai serré la main du patron, j'ai senti que ça allait pas être Jojo. Mais je devais le faire.
J'étais allé chercher quand même une solide expérience pour mon métier, mais je suis resté, je dirais, quelques mois. Et en aucun cas, je me suis trompé sur le propriétaire, la famille du propriétaire qui était aussi reliée dans la bâtisse. Tout impliqué. Et l'ambiance qu'il y avait dans l'entreprise, j'ai fait, je vais passer un mauvais quart d'heure. Puis finalement, le mauvais quart d'heure n'a pas été nécessairement pour moi plus que pour les autres graphistes qui étaient avec moi, parce que moi, j'avais comme, sachant très bien dans quoi je m'embarquais, je savais qu'il ne fallait pas que j'absorbe rien. Donc, je m'étais fait comme une espèce de bulle pour dire, émotivement parlant, il ne faut pas que ça m'affecte. Évidemment, ce qui m'a affecté, c'était le stress du travail comme tel, le travail étant très stressant, mais alors ça... T'aurais fait avec un don pareil, ben moi, c'est sûr que moi aussi, là, on partage ça, et un paquet de monde. Ouais. On aurait fait des bonnes polices. Oui. Parce que tu as besoin de ça dans ce métier-là. Oui. Être capable de jauger puis de savoir un peu quel individu, tu sais, ça te donne pas le droit de faire quoi que ce soit, mais au moins tu as une bonne idée de qui t'as affaire. C'est drôle que tu dis ça, parce que quand je me ramasse dans des foules, puis que, mettons que je suis avec ma blonde ou avec mes enfants, je tombe en mode... ça dépend des situations. En général, je suis assez à l'aise, mais il m'arrive des situations des fois où je vais percevoir un danger. Là, je tombe en mode sécurité, je tombe en mode gardien, je tombe en mode bodyguard, gardien de sécurité, puis la perception est différente. Puis je scanne, effectivement, je cherchais le mot, il est parfait. Je scanne dans les yeux des gens pour voir qui pourrait être un agresseur potentiel ou une personne dangereuse. Quoi, c'est pas dangereux ici au Québec. Bref, un week-end tout inclus à Kandahar, en Afghanistan, c'est exclu. Oui, c'est pas mon genre, non, c'est pas... Non. On va faire la pause. Et on revient. On revient et dans quelques instants pour, évidemment, l'entrevue que je fais avec Éric Dorion. Nous sommes au Fait maudit. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Talk, rock et hip-hop. Vous pensez vous lancer en affaires? Vous avez des idées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser? Vous auriez besoin de conseils d'experts, d'accompagnement ou de financement? Il existe à Lévis un guichet unique au service des promoteurs et des entreprises. Chez Développement économique Lévis, nous sommes spécialisés dans le démarrage, la croissance et le transfert d'entreprises. Nous mettons aussi au service de nos clients l'expertise d'un réseau de 80 partenaires experts en développement économique. Pour donner vie à votre projet d'affaires, contactez les professionnels de Développement économique Lévis au 88 835 82 46. Ça y est, Rap Academy 2017 est enfin débuté. Surveillez les activités des participants via la page Facebook de Rap Academy et restez à l'écoute des émissions Rap Québec et Pop Urbain pour en savoir davantage sur les candidats, les juges et l'organisation. CJMD 96.9, la radio officielle de Rap Academy 2017. Rap Academy. Un restaurant, un comptoir de prêt à manger et un bar laitier. Et c'est nouveau à Lévis, au centre-ville, avec comme nom Fromagerie Victoria. Synonyme de qualité. Une visite et vous serez charmé. Situé au 164 boulevard Président Kennedy, la Fromagerie Victoria comblera toutes vos attentes. Venez nous voir et profiter de nos installations toutes neuves, mais surtout de nos recettes succulentes préparées à partir des meilleurs ingrédients. Au 164 du Président Kennedy, près de la 20. Pour un bar laitier, une fromagerie et le meilleur resto en ville, tout ça sous le même toit, on vous attend à la Fromagerie Victoria. Willy le matin. Un Maurice Richard, un Jean Béliveau, un Mario Lemieux, un Patrick Roy pour les pauvres. À 5000 likes, j'essaye d'inviter Tom Brady et Gisèle Bundchen à mon Beach Club au courant de la prochaine été. Ok, c'est ça. Et là, dans l'article plus tard, t'as l'attaché de presse qui parle. Il a atteint son objectif. Il tente déjà de l'approcher. Ce n'est pas facile, mais il tente le coup. Avec Olivier Primo, rien n'est impossible. Come on, man. Beach Day every day, non du tout. Willy le matin, le seul fan des Browns de Cleveland qui prétend connaître le sport. Du lundi au jeudi, dès 7h30 le matin.
Vous écoutez la radio. Une vraie radio. On ne s'arrête pas qu'à un genre de musique ou une seule pensée unique. On ouvre notre esprit et on garde les pieds sur terre. CJMD 96.9, ce cantonné, c'est pour les paupiètes. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, on est de retour avec Éric Dorion, qui est un expérienceur d'une certaine façon. C'est un graphiste avec qui j'ai l'occasion parfois, quand il y a le temps, d'avoir certains de ces dessins. Vous aurez l'occasion de les voir parce que les dossiers qui sont sur le site à l'heure actuelle ont presque tous été faits par Éric. Et là, on parle de ton parcours, de ta normalité, de choses que tu as vues que d'autres pourraient dire tout simplement. Je pense pas que personne dirait « Ah, il est fou » ou « Il est malade ». Non, mais il dirait « Il a rêvé » ou « Ben non, c'est dans sa tête ». Il y a une forte imagination. C'est un artiste. C'est facile. C'est très, très facile. Je l'ai entendu, ça. Ben, j'imagine. Oui. Ouais, c'est ça. Mais on sait ce qu'on a vécu, on le partage, puis si ça passe pas, ben ça passe au billet. Moi, ça, je veux que je te dise. Exactement. Pas un jour, on peut y aller. Non, absolument pas. Parle-moi de la petite fille. Ça, c'est particulier. Écoute, quand j'ai eu le jour de mes 40 ans, le jour précis de mes 40 ans, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. Moi, j'enseigne le karaté. Et ayant eu des enfants avec des troubles neurologiques de type TDAH, solide, là. C'est quoi ça? Avec troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, troubles de l'opposition, troubles d'impulsivité. Dans mon temps, on disait, il est donc bien énervé, lui. Oui, c'est ça. Ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, ils ont un catalogue qui vient avec. Bref, j'en ai fait pousser 2. J'ai une certaine expérience, j'ai une solide expérience avec ces enfants-là, et quand je suis professeur de karaté, je relève, on me demande souvent de relever des défis, de prendre soin, en tant que professeur de karaté, d'enfants qui ont des particularités comme ça. Et j'arrive à aller les chercher très facilement. Donc, t'es bon avec les kids, quoi. Je suis bon avec les kids, puis je suis encore meilleur avec les plus toughs. Ah, OK. Et alors, t'es pas momoune, toi? Non. Parce que si t'étais un momoune, il te montrait sa tête. Il montrait sa tête, je suis. Ce qu'il voulait. Ben, c'est ça. Puis je suis, en tant que prof de karaté, je suis très sévère. Ben cool, ils ont du fun avec moi, mais t'es sévère. Je suis très sévère. Et là, je suis dans une école privée. Dans cette école-là, c'est un peu particulier, le milieu où on est dans l'école. Il y a plusieurs niveaux, et il y a des niveaux, je dirais, prématernels. Alors, il y a une petite puce qui doit avoir, moi je dis qu'elle a 5-6 ans. Ah ouais. Elle... Dans le cours de karaté. Elle n'est pas dans mon cours de karaté. Mais on a un gymnase dans lequel je donne mon cours, et juste avant que je prépare mon cours de karaté, en fait, pendant que je prépare mon cours de karaté, mes élèves ne sont pas arrivés encore. Cette petite fille-là vient de temps en temps faire son tour dans le gymnase, accompagnée d'une adulte qui est probablement une intervenante, je peux pas te dire de quel niveau. Alors, elle fréquente cette école-là. Elle fréquente cette école-là. Mais la petite fille, il faut comprendre qu'elle a un handicap physique très lourd. D'abord, elle a de la misère à se déplacer tout seul. Ben oui. Elle est accompagnée. OK. Deuxième des choses, elle ne parle pas. Ah. Elle babille un langage qu'on comprend pas. C'est ça. Et deuxième des choses, tu peux pas soutenir le regard de cet enfant-là parce qu'elle louche, mais de façon sporadique. Ses yeux partent en vrille de temps en temps. Elle peut pas soutenir un regard. Donc, un handicap très lourd. Non, c'est sûr. Moi, cette petite fille-là, elle, de temps en temps, quand je la vois, parce que je la vois de temps à autre, quand je prépare mes cours, elle vient faire son petit tour, je lui fais un petit bonjour, un petit salut, puis elle me répond à peine, elle me regarde, mais l'espace d'une seconde, parce que ses yeux divergent. C'est exactement. Alors là, je viens de terminer le dernier cours de karaté de la session. On est au mois de mai. J'ai 40 ans ce jour-là. Ah, Je suis assis, je suis en train de placoter avec les élèves à qui je leur ai remis leur nouvelle ceinture. Ils ont progressé, c'est génial. Fait que juste avant de me lever pour aller remercier le corps professoral, leur dire bonjour, bon été. C'est la fin des classes. C'est carrément la fin des classes pour moi parce qu'on est au mois de mai. Je ne reviendrai pas leur donner de cours de karaté. Eux vont continuer jusqu'au 23-24 juin.
Alors, cette petite fille-là est assise avec son intervenante. Je me souviens, je suis dans un corridor, puis de chaque côté, de chaque bord du corridor, il y a des bancs, puis il y a des casiers dans lesquels les élèves mettent leurs bebelles. Fait que moi, je suis assis, j'attends que les élèves partent, parce que si je me faufile à travers cette foule-là, je me rendrai jamais à la porte de sortie, il y a trop de monde. Et là, cette petite fille-là se lève, seule. Se lève? Elle se lève debout, seule, parce qu'elle est assise au banc, un petit peu plus loin. Elle attend probablement de rentrer dans sa classe. Est-ce qu'elle se déplace en chaise roulante? Elle n'est pas en chaise roulante, elle se déplace avec son éducatrice, mais toujours accompagnée en la tenant par la main. OK. Est-ce qu'elle semble avoir une faiblesse physique aussi? Je dirais pas qu'elle a une faiblesse, mais probablement qu'il faut qu'elle soit guidée pour se déplacer, parce qu'ayant une vision qui est pas stable, elle peut... Ah, ben là, c'est sûr que si elle voit pas les obstacles, exactement. Elle va se faire mal. Et là, la petite se lève. Son éducatrice, évidemment, l'accompagne, la tient par la main. Et au moment où la petite est rendue devant moi j'étais encore assis sur le banc. C'est ça. Quand la petite est rendue à mon niveau, peut-être de biais, là, on va dire, là, elle me regarde. Elle me jette un regard. Mais là, c'est bizarre ce que ça a fait, parce que je ressentais pas le regard d'une petite fille de 5-6 ans. Je ressentais un regard adulte. Et là, elle fixait mes yeux. Elle a soutenu mon regard. Ce qu'elle n'est pas capable, ce qu'elle n'est pas capable de faire. Et elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a fait un câlin. Je n'ai jamais ressenti une force comme ça, à un point tel que la petite maudite, elle m'a fait pleurer. Pas tout de suite sur le coup. C'est après, quand je suis allé m'asseoir dans mon auto, là, j'ai décanté, puis là, je me suis mis à pleurer. Mais elle m'a pris dans ses bras. Là, elle a relâché son étreinte au bout de 5-6 secondes, puis elle a continué à me regarder. Elle a tourné sa petite tête pour se tourner vers son éducatrice. Puis, une fois que le regard, qu'elle pouvait plus soutenir mon regard à cause du champ de vision, parce qu'elle tournait sa tête, là, c'était fini. Elle était redevenue la petite fille handicapée. C'est ça. Qui ne peut pas parler, qui ne peut pas regarder normalement, qui ne peut pas marcher normalement. C'est comme si l'esprit de cet enfant-là avait pu stabiliser un peu le corps. Parce que c'est un choix de vie, hein, ça. Oui. C'est un choix de vie pour elle, ça. Mais l'esprit, c'est un choix de vie. Alors, il n'y a pas de... Comment je dirais ça, non? En tout cas. Et là, pour une raison ou pour une autre, c'est comme si l'esprit, avec l'aide d'autres, ont stabilisé le corps physique pour qu'elle soit capable de te regarder. Puis c'est pas elle qui t'a regardé, c'est pas l'humain qui t'a regardé, c'est son esprit. C'est pas un enfant qui me regardait. C'est ça. C'est pas un enfant qui me regardait, c'était spécial. C'est ça. Là, tu restes sur le coup, tu restes surpris. C'est pété. C'est pété. Là, je me lève, je m'en vais remercier les autres professeurs, mais je suis shaké, là, je suis brassé là-dedans. Et là, je m'assois dans mon char, je me souviens que j'ai fermé les fenêtres, et là, je me suis mis à pleurer. C'était fort. Pas pleurer à chaudes larmes. Parce que tu as reçu une dose d'énergie. J'ai reçu quelque chose, et après ça... De pure love, comme on dit. Oui. Une espèce d'amour pur. Oui, puis encore une fois, c'était... lâche pas, tu fais un bon travail, tout va bien se passer. Et qu'on a besoin de ça des fois. Hein? Oui. Mais qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, avec le recul... Est-ce que tu en avais fait la demande? Est-ce que tu étais dans une phase où tu te posais des questions? Est-ce que... En fin de compte, avec l'analyse que j'en fais, on va dire l'analyse un peu plus, pas scientifique, mais plus réaliste, là. Je me pose la question si je suis pas venu, si on n'est pas venu me donner un petit encouragement, parce que 2 ans après, je me séparais. Et ça a été rough. Oui. Et c'est drôle parce que je me suis séparé à cause d'une infidélité. En fin de compte, ma conjointe a rencontré quelqu'un. Et c'est drôle parce que, en discutant avec mon ex-conjoint, avec qui je suis en très bon terme, là, soit dit en passant, là, quand on rediscute de la situation, je me rends compte que la période où mon ex-conjointe, a rencontré son amoureux comme tel, son nouvel amoureux, ça concorde avec cette date-là. Ça concorde avec la période où j'avais mes 40 ans. Ça commençait à aller plus ou moins bien entre moi et elle. Et là, c'est comme si quelqu'un venait me voir pour me dire « Continue comme tu fais là, ça va bien, puis tout va bien se passer. » Incroyable. Moi, ça a été un moment fort, mais incroyablement fort. J'y pense encore, j'en ai encore des fois les larmes aux yeux quand je m'arrête pour repenser à ça. C'est là que tu réalises que l'esprit préexiste l'humain, qu'on est esprit d'abord, humain ensuite, que l'humain dans tout ça, c'est pas que c'est une joke, là, je dirais pas jusque-là, mais c'est pas grand-chose. Tu sais, c'est un agrégat de molécules physiques avec un petit peu de singe qui nous reste.
des instincts qui sont pas toujours faciles à maîtriser, un ego épouvantable qui veut prendre le dessus constamment. Et au travers de tout ça, un esprit qui a des vies d'expérience, qui est éternel, qui est immortel, et que tu connais probablement dans le sens que quelque part, tu as peut-être rencontré cet esprit-là à la maison, tu sais. Puis à un moment donné, elle t'a reconnu, puis elle t'a vu, puis elle s'est peut-être fait dire, va lui donner une shot, tu sais. Et puis t'as reçu ça, puis t'as été capable de le recevoir, parce qu'il y en a qui n'auraient pas été capables de recevoir ça, c'est trop fort. Il y a du monde qui aurait refusé ça, tu sais. Et toi, elle a compris que tu étais capable. Je parle pas de l'enfant. Non, on parle pas de l'enfant, je parle de l'esprit qui habite l'enfant. Oui, absolument. Et lui, ben, il s'est dit, OK, le grand, là, il sait pas ce qui s'en vient. Ouais. Et là, t'as cette espèce de communion-là. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai vécu ça, c'est renversant. C'est renversant. Mais il faut avoir une fibre spirituelle. Puis quand je dis une spirituelle, là, je parle pas... j'espère qu'à ce point-ci, les gens savent que je parle pas de religion. On parle pas de religion. C'est sûr, c'est bien évident. Mais il faut avoir une fibre spirituelle. Et c'est quoi spirituel? Ça vient que ce mot-là vient du mot esprit. Mm-hmm. Donc, il faut avoir que vie. Okay? Il faut avoir une expérience spirituelle pour être capable de capter des énergies comme ça. Ouais. Parce que souvent, on peut se poser la question, ça fait combien de temps, combien de fois que je suis ici? Ça fait combien de vies que j'ai? Et là-dessus, il y en a combien qui sont pour apprendre quelque chose, mais aussi pour enseigner, tu sais? Mm-hmm. Pour recevoir, mais aussi pour donner. Quand on est dans la phase « je reçois, je donne », des fois, c'est plus, t'es un petit peu plus exigeant, là, tu sais. T'es un petit peu plus exigeant. Oui. Fait qu'on a besoin de ces forces-là, de ces encouragements-là. Oui. Moi, je l'ai réclamé, cette attention-là, spirituelle, à quelques reprises dans ma vie, pas tout le temps, là, je suis pas un têteux, mais, mais je l'ai réclamé. Je l'ai réclamé, puis je la voulais, puis j'en avais besoin, tu sais. Et je l'ai eu. Oui. Tu sais. Oui. Toi, ce coup-là, tu l'as pas réclamé, mais tu en avais besoin. Tu savais juste pas. C'est ça. Puis tu l'as eu. Oui. Puis Oui. Tes pleurs, c'est tu sais, on le sait, on rit de tristesse, on pleure de tristesse ou on pleure de rire. Les deux sont vrais. Oui. Bon. Mais là, j'étais pas triste. Non, mais c'est ça. Mais j'avais reçu ça fait t'es un être aimé qui arrive à l'aéroport, tu vas chercher ou qui s'en va. Non, qui s'en va, ça c'est des larmes de tristesse, mais qui arrive, c'est des larmes de joie. Tu sais, oui. Bon, et là, un extraterrestre pourrait dire, c'est donc bien compliqué. Vous braillez quand vous êtes content, vous braillez quand vous l'êtes pas. Tu sais. C'est sûr qu'on a cette décharge de larmes. Mais ce qu'on ressent dedans, moi, ça me pogne c'était à la télévision. Ah ben oui. C'est épouvantable. Je suis braillard à la TV. Moi, laisse-moi pas aller tout seul. C'est dans des films. Des films, mais des films, des prestations musicales aussi, des fois. Oui, la musique. Va venir me chercher. Parce que je fais pas une analyse rationnelle de ce que j'entends. Non. C'est une émotion. Je pogne une émotion tellement belle, tellement forte, que j'en pleure de joie. Oui. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. C'est ça. C'est fatigant quand tu as du monde dans le salon. Bon, à un moment donné, avec ma femme, ça me dérange pas, mais ces gens-là, il faut qu'ils comprennent, ou sinon, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on est très bien tous les deux. C'est ça. Tu sais, Alors, tu sais, tout ça pour dire que je suis pas surpris du tout que tu... parce que moi, moi, j'ai toujours perçu, je vais parler de toi, j'ai une force tranquille. Ouais. Moi, tu m'en avais déjà parlé. Tu avais perçu une force tranquille chez moi. Toi, tu es une force tranquille. Moi, je te baverais pas. Parce que je ressens que tu pourrais, quand tu as un mauvais caractère, je pense que tu es 10 fois pire que moi.
Oui. Oui, mais tu n'as pas trompé. Bon. Ouais. Et puis moi, ben, je m'exposerai pas à ça, tu sais. Parle-moi de ton père. Mon père est décédé... T'as vu quelque chose avec mon père est décédé du cancer du côlon à 60 ans, il y a 13 ans. Oh shit, c'est de bonheur, ça, 60 ans? Ouais. J'aime pas ça entendre ça, moi. Ouais. C'est mon qui meurt avant moi. moi. Pour comprendre une chose très, très, très rapidement, mon père avait une peur atroce des hôpitaux, donc lui, un bobo, il n'était pas question qu'il aille à l'hôpital. Il a trop attendu. On est tous pareils, les gars. Ouais. Ben, je dois faire exception à la règle, parce que moi, je prends soin de moi. Non, pas moi. Ça pour dire que mon père était, j'ai toujours considéré comme que mon père était un homme sage, et mon père avait toujours l'habitude de dire, quand on discutait, il disait, évidemment, on avait un écart de génération, puis il disait souvent, en tapotant l'épaule, 3 petites claques comme ça, en disant, Éric, un jour, tu vas comprendre. Ou, Éric, un jour, tu vas avoir des choix à faire, tu vas comprendre. C'était toujours comme ça, sans nécessairement imposer une volonté, mais il y avait toujours la petite 3 tapes. Et ça, c'était typique de mon père. D'ailleurs, j'en reparlais avec ma sœur dernièrement, elle dit oui, elle dit c'est vrai, peut-être il faisait ça. Alors, à un moment donné, je suis... écoute, ça fait pas longtemps que c'est arrivé, ça fait, on va dire peut-être un an et demi. Il est décédé quand, là? Il est décédé il y a 13 ans. Ah, OK. Ça fait longtemps. Il est décédé en 2003. OK. Et je suis dans une période, je parlais de colère justement tout à l'heure. On venait de... Bon, évidemment, je suis dans un processus de séparation, mais je suis encore à la maison pour mes fils. Et donc, bien longtemps après son décès, là. Bien longtemps après son décès. Il est décédé en 2003. OK, c'est ça. Moi, ça fait pas longtemps que je suis séparé. Je sais pas dans où tu m'embarques, mais ça me rappelle les affaires, ça. OK. Ben, écoute, je suis en train de faire la vaisselle, mais je fais pas la vaisselle. Je suis pas fâché. Je suis en furie. Oh. Je me souviens même plus pourquoi d'ailleurs, mais c'est un rapport avec notre situation de couple. Notre situation de couple, ça va pas bien. Puis là, j'avais besoin de décompresser, mais évidemment, de faire la vaisselle. Tout le monde était parti, j'étais tout seul et je rage. Je rage en avant du lavabo. Et la première chose qui me vient en tête, c'est de ramasser la vaisselle puis de la garrocher partout dans la cuisine, juste pour me faire du bien. Oh oui, ce serait le fun, ça. Et qu'est-ce que ça aurait fait du bien? Ouais. Et j'ai ressenti l'espace... Moi, c'était mes ex qui avaient le goût de faire ça. Oui, ben c'est ça. Pas encore rendu là. J'espère ne pas m'y rendre trop souvent. Ouais. Bref, la colère est tellement intense qu'à un moment donné, je viens enragé, je serre les dents, c'est plus que de la colère, là, c'est presque viscéral. Et en arrière de moi, sur ma droite, excuse-moi, je sens une petite énergie. Et si bon. Ça dure 1 seconde. Alors, là, je perçois quelque chose et ça a fait sur mon épaule. So familiar. Là, j'ai fait, hey boy. Là, mon père est en train, et je dirais que j'ai presque perçu, là, Éric, il faut que tu te calmes. Calme-toi. Et c'est là que j'ai garoché la vaisselle-là, sans la pitcher sur les murs. J'ai pris mon manteau, je suis allé prendre une marche. Mais j'ai ressenti mon père, et là, je pense pas que c'était mon père. Je sais. Tu le sais. Que c'était mon père. C'est ça, tu l'as reconnu. Il y a une personne qui me faisait ça, ces 3 petites tapes-là. Plus la vibe. Oui. Je sais que c'était mon père qui était là pour me dire, Éric, tu sais, quand on parle de vibe, c'est la vibration qu'une personne dégage. Ah oui, son énergie. C'est comme des empreintes digitales, ça. Oui. Ça appartient à quelqu'un, à personne d'autre. C'était lui. Ça a duré 3 secondes, le temps qu'il me donne ses tapes, puis qu'il se retire, ou puis que je me calme aussi. Si je m'étais pas calmé, peut-être qu'il serait resté. Mais je me suis calmé instantanément. J'ai fait, hey, j'ai eu de la visite. Faut que je me calme pour de vrai. Je vais aller prendre une marche. J'étais chez moi. J'étais avec ma femme. Je t'ai dit tout à l'heure que tu avais probablement un plus mauvais caractère que moi quand ça va pas, mais disons que je suis capable aussi un petit peu. Capable un peu. Et je sais pas moi non plus sur quoi on se pognait, mais on a 2 personnalités très fortes, elle et moi. Et quand c'est elle, c'est oui, puis moi c'est non, ben là, ça fait pas une oui. Ça fait un clash. Ça fait un clash, tu sais. Et le clash est survenu, mais là, j'ai débordé, comme ça m'arrive souvent. Et il faut que tu comprennes une chose. Quand tu es en colère, que tu débordes, tu attires des entités
des esprits. Là, je veux pas faire ma vieille commère du 19e siècle. Là. Non, mais je vois tout en rien. Mais tu attires excusez l'expression en ondes, là, mais des trous de cul. Oui, oui. OK? Parce qu'ils se nourrissent de ça. C'est ça. Ils se nourrissent de ce type d'énergie-là parce qu'ils détestent les humains, ils détestent... Et si toi, t'es malheureux, eux autres sont contents. Oui. Donc, pour eux autres, là, ils se nourrissent de ça. Ouais. Puis ils vont te suivre tant que tu vas les nourrir. À la minute, c'est fini, ils s'en vont. D'où certaines maisons... on a pensé à la même chose, des maisons hantées. Maisons hantées, puis ainsi de suite. Bon, je reviendrai éventuellement là-dessus. Mais, alors moi, ça m'arrive. Et j'attire ces êtres-là. Puis je les sens, tu sais. Et je m'en... on s'en balance. Voilà. Et je m'en balance. Je suis en tas et je suis en tas et il n'y a rien qui va changer ça. Je tape du poing, je peux être mauvais. Oh oui, bon. Oh oui. Puis ma femme haït ça. Ah! Ben, les femmes n'aiment pas ça. Je pense que personne n'aime ça. Et soudainement, du coin de l'œil, dans ma vision périphérique, oui, je vois ma mère, qui elle aussi est décédée en 2003. Je vois ma mère, mais là on est en 2013, tu sais, 2014, 2013, 2012, je ne sais plus. Alors ça fait déjà un bout là, qui est décédée, et je la vois, puis je la vois avec une espèce de robe crème, un collier de perles blancs dans le cou, belle comme le jour. Ma mère était très belle, c'est une très belle femme. Et d'où le résultat. Hein? Ah oui, voyons donc. On a tout compris ça. Et elle me dit, Jean, arrête, calme-toi, fais ta part, on va faire la nôtre. Oh boy! Incroyable. C'est des moments qui sont forts, hein? Oui. Et c'était de me dire, on va les chasser, là. Oui, oui. Ça, on va le faire. Mais toi aussi, fais quelque chose. Fais ta job. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui. Absolument. Alors, c'est incroyable, ça. Oui. Mais tu sais, tu racontes ça à quelqu'un, tu notes ta tête, ça. C'est donc fatigant. T'sais. Ben... C'est tellement intense. Intense. Ça s'invente pas des moments de mec. Moi, j'ai pleuré comme une vache. Ouais. Mais j'étais pas... Psychologiquement parlant, j'étais pas dans mon mode « je pleure ». J'étais dans mon mode tabac. J'étais dans mon mode, OK? Je suis en colère. Ben, oui. Oui, c'est ça. Et tout ce qui finit par C. Oui. Bon. Tout ce qui commence par C. Non, je l'étais. Il n'y a rien qui pouvait m'arrêter là. Puis et c'est peut-être pour ça qu'elle est intervenue. Oui. Wow. Ça aurait pu aller trop loin. Ben, parce que là, à un moment donné, tu sais. Puis surtout, il me semble que c'était niaiseux, ça. Ben, pourquoi? Puis des fois, il y a un petit peu de boisson à travers ça, là. Tu sais, du vin ou whatever. Puis ça vient exaspérer un peu. L'émission est moins là. Ben, c'est ça. Ouais. Et ça m'a arrêté net, fret, sec. Net. J'ai arrêté. Je l'ai pas entendu avec mes oreilles, ça. Non. Le ressenti. J'ai ressenti, j'ai ressenti ces mots-là. Ouais. Fais ta part. Arrête. Calme-toi. Fais ta part. Nous, on va faire la nôtre. Puis elle a dit nous. Elle n'était pas toute seule. C'est ça. Elle est arrivée avec sa gang. T'sais. Oh oui. Puis on fait le clean-up. Parce que toute l'ambiance de la maison, totalement transformée. Il n'y avait plus rien. Je pense que je me souvenais même plus pourquoi. Là, ma femme me regardait, puis je lui ai dit. Elle me voyait pleurer, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle a bien vu que j'ai tourné la tête, puis que je semblais écouter quelque chose. Puis j'ai comme crashé, littéralement. Oh, oui. Et là, j'ai dit ça, puis on a arrêté de chicaner, tous les deux. On s'est pris dans les bras, puis ça, comme on le fait d'habitude. Des fois, ça prend quelques heures. Oui. Mais ça a été fini. C'était fini, ça. Ouais. Puis là, je me suis dit, à l'avenir, là, premièrement, il faudrait peut-être que j'apprenne aussi à faire le ménage moi-même. Ouais.
quand ça arrive, quand j'ai des choses comme ça, et à chasser ce monde-là. Allez-vous-en, il n'y a plus de choses, c'est fini, c'est ça. Les sortir de là. Et je voudrais donc que tout le monde comprenne ça, que tout le monde vive ça, que tout le monde réalise qu'ils sont un esprit, qu'ils sont aidés, qu'ils ne sont pas tout seuls, comme tu l'as dit. Oui. Tu sais, pas. Tant qu'on est normaux, ben, il me semble. Oui. Moi, je me considère pas comme quelqu'un d'anormal. Au contraire, même que je me sens... Depuis que j'ai pris conscience de ça, je dirais début trentaine, qu'on est qu'accompagné, qu'on est guidé, qu'on est protégé. Oui, tout le temps. Ma vie est plus équilibrée. Ben depuis oui. ce temps-là. Ben oui. Même que ça pourrait être un sujet éventuellement d'entrevue. J'ai des conversations avec eux. Il m'arrive d'avoir des conversations intérieures avec eux. Je ne ferai pas un show là-dessus, j'en ai tous les jours. Régulier, je suis guidé. Des fois, je me fais dire ce que je sais déjà. Des fois, je me fais dire ce que j'ai besoin d'entendre, puis d'autres fois, je me fais carrément ramasser. Là, il n'y a pas longtemps de ça, je vivais une situation, j'ai dit, tu peux un petit coup de main là-dessus, tu sais, puis là, hop, là, la situation se résolve. Fait que je me rappelle, je suis dans l'auto, puis je dis, bon, ben merci, c'est bien apprécié. Et voilà. Le lendemain, ça repart. Fait que là, je dis, coudonc, sacrifice. C'est quoi, là, la joke? Ouais. C'est quoi, là? Ouais. En tout cas, tu sais, c'est comme ça, mais c'est vraiment comme ça. Oui, oui. Puis, je veux dire, quand tu as ce type de relation-là avec eux, ou avec ton protecteur, ton guide, ton coach, appelle ça comme tu voudras, c'est pas d'importance, tu raffines ton processus de captation. Ah ben oui, ça devient un entraînement. Oui, ben c'est ça. Ça devient un entraînement. J'ai souvent comparé dans mes entrevues, comme dans mes articles, j'ai souvent comparé l'entraînement psychique à l'entraînement physique. Puis je donnais toujours l'exemple de Hugo Girard, que quand il rentrait dans un club pour s'entraîner, lui, là, il en pissait le sang, là, il s'entraînait jusqu'au bout, là, jusqu'à ce qu'il soit plus capable de faire ses 3 derniers de la série. Là. C'est ça. Plus capable, tu sais, jusqu'à ce que les muscles veulent y exploser, et c'est ça qu'ils font d'ailleurs. Puis ils se refont dans la nuit avec l'apport protéinique. Bon. Oui. Alors, tout ça pour dire que si on prend au sérieux son développement spirituel, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai pas eu la chance, c'était dans mon fatum, mais j'ai eu l'occasion d'avoir les circonstances environnementales pour vivre ça. Parce que c'est pas facile de vivre comme ça. On vit pas dans un monde d'esprit, on vit dans un monde d'humain. On vit dans un monde humain, puis quand tu tombes dans le monde d'esprit, tu te sens bien, tu te sens... mais c'est pas facile. Après mes conversations, après mes dialogues avec eux, je me sens, mon Dieu, d'une sagesse épouvantable. Oui, je me sens calme. C'est pas facile. C'est pas facile parce que 5 minutes après, il t'arrive une situation typiquement humaine. C'est là, ça. le côté spirituel vient de prendre le bord. Exact. Et là, il faut que tu retrouves cet équilibre-là. Et c'est pas facile, parce que souvent, il y a du monde autour de toi, puis... bon. Et moi, j'ai vécu au sein de l'Institut de métaphysique appliquée. J'ai écrit un livre qui s'appelle Métamorphose là-dessus. Et là, la beauté de l'affaire, c'est qu'on avait justement la journée pour ça. Oui. On ne faisait que ça. On travaillait. Oui. On faisait des choses. Mais tout le monde autour savait qu'on était focusé sur l'esprit, sur notre lien avec l'esprit. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on cultivait. Alors, quand tu voyais quelqu'un dans l'escalier, les deux deux mains d'en face, puis qui pleurait en parlant, on ne l'écœurait pas, on lui demandait « Qu'est-ce que t'as? » On la laissait aller, on savait que... Mais on pouvait juste mettre la main sur une épaule, comme ton père le faisait, en voulant dire « Je t'ai remarqué, je t'ai vu, j'espère que ça va mieux aller. » C'est ça. Puis on descend, tu sais. Des fois, la personne va se lever spontanément, puis elle va te prendre dans ses bras, puis ce qui se ferait pas au 3e étage du complexe G. Non. Alors que là, nous, on avait l'occasion de vivre ça comme ça. Ouais. Et c'est ça, moi, qui m'a aidé considérablement à développer ce lien-là avec l'autre bord, parce que moi, ça m'énerve plus, ça m'excite encore, mais ça m'énerve plus. Et j'ai développé quelque chose avec ça. Je trouve ça fantastique. Oui. Ah oui. Puis c'est pour ça que
que je dis que c'est à la portée de tout le monde. Mais oui puis non. Je pense que, comme dans n'importe quoi... T'en as pas besoin. Ouais, c'est ça. Puis, il y a des gens qui ont cette capacité-là de pouvoir développer leur côté métaphysique, spirituel. Ouais. Il y en a d'autres qui sont pas là pantoute. Il y en a d'autres. Je donne un exemple là, bien banal. Là. Un comptable, c'est un comptable. Un graphiste, c'est un graphiste. C'est ça. Et puis, t'en as un que c'est des... les célestes et les terrestres. Oui, aussi. Je suis convaincu qu'il y a deux types d'humains. Puis les terrestres, tu as des terrestres qui vont vivre des expériences, on dit, plus célestes. Oui. Mais je suis convaincu qu'il y a des humains qui, eux, c'est... Je ne veux rien savoir de ces niaiseries-là. D'abord, ni religion, ni spiritualité. Il y a aussi le fatum de chacun, là, le destin. Exactement. Faut pas oublier une chose. L'esprit s'incarne parce qu'il veut atteindre la perfection. Ouais. Mais il sait très bien que c'est pas dans ses premières vies qu'il va atteindre ça. Là, ça va prendre des vies, et des vies, et des vies, et des vies, puis il le sait. T'sais. Alors, c'est sûr que dans les premières vies d'un esprit, il s'incarne dans la chair, il trippe. Puis il veut tripper, puis sacré patience avec d'où il vient, puis la vie après la mort, s'en fout complètement 40. Lui, il veut tripper, il aime ça. Comprends-tu? Ouais. Lui, la crème à glace, là, il en veut. C'est vraiment, c'est un enfant. C'est comme un bébé, tu sais. Je veux dire, un enfant. Envoyez-le pas à l'école à 2 ans, tu sais. Non. Tu ne seras pas capable de l'asseoir sur une chaise. Impossible. Il n'y a pas ça dans sa conscience. C'est ça. Il faut qu'il ait atteint l'âge de raison. Oui. Alors, il y a beaucoup d'humains qui, sur le plan spirituel, n'ont pas l'âge de raison. Ils sont pas rendus là. Ils sont pas rendus là, mais c'est pas avec mépris, je le dis. Pas du tout. Ils sont juste pas rendus là. Ils sont juste pas rendus là. C'est tout. Toi, t'es en karaté. Ben, j'allais dire ceinture blanche, es-tu rendu au grade de ceinture noire? Pas en tout. C'est parce qu'il est pas intelligent? Ben non. C'est parce qu'il est pas bon? Non. C'est parce qu'il commence. Il commence, c'est ça. C'est tout. Il commence. C'est. Tout à fait. Moi, il me reste quelques minutes. Attends, je vais mettre mes lunettes agrandisantes. Il me reste quelques minutes. J'aimerais ça qu'on parle de karaté parce que moi, j'ai fait du jiu-jitsu pendant plusieurs années. J'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du judo, j'ai fait tout ça. J'ai adoré ça. Et moi, dans ma génération, beaucoup plus vieux que toi, moi, j'ai quand même été un peu déçu de l'approche occidentale des arts martiaux. Je trouvais ça tellement j'aimais pas ça. Mais je continuais pareil, là, mais j'aimais pas ça. T'sais. Puis un jour, j'ai rencontré Jean-Gabriel Grélé, qui est un ex-commandant d'Air France, ufologue, qui a été expériencieur, mais qui était un espèce de grand maître en aïkido, qui a même été initié par Yuhiro Ashiba, le fondateur, c'est ça. Et ça, c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Et là, en parlant avec Jean-Gabriel, parce que j'étais chez lui à Favière, en France, puis on parlait de ça, et la vénération qu'il a pour la pensée du maître Yoshiba. Ouais, j'oublie tout le temps son nom. La vénération qu'il y avait pour sa pensée, la façon de voir les choses. Est-ce que on commence à capter ça dans les écoles d'arts martiaux chez nous? Jean, on parlait tantôt. C'est encore loin. Oui, non, je te dirais, tantôt on parlait d'humains, tu as des humains qui sont rendus à un stade dans leur vie, tu en as d'autres qui sont rendus ailleurs. Comme des profs de karaté, tu as des profs de karaté qui vont enseigner d'une certaine façon, tu en as d'autres qui vont enseigner d'une autre. Moi, je nommerai pas l'école dans laquelle j'étudie, mais on a la chance d'avoir un prof qui, sur le plan métaphysique, vit lui aussi des expériences, qui est très fort sur le plan spirituel, et qui nous amène, évidemment pas à la ceinture blanche, ceinture jaune, orange, là, mais rendu à ceinture noire à un certain degré, à un moment donné, il nous amène sur certains aspects, puis il nous dit, travaillez ça. Travaillez votre respiration, visualisez telle ou telle chose, essayez telle ou telle méthode. Lui, il nous amène sur un plan plus spirituel que sur un plan martial. Ce que pas un mot du coach de boxe va faire. C'est pas un coach de boxe, c'est un prof, c'est plus qu'un prof de karaté. Kickboxing. C'est un prof d'arts martiaux
qui, oui, est capable d'être raide, il est capable d'être dur, comme les bons grands maîtres étaient capables de l'être dans le bon vieux temps, parce qu'on sait que ça jouait rough. Il est capable lui aussi. Est-ce qu'il y a des écoles, puis si on manque de temps, est-ce qu'il y a des écoles qui je veux pas que tu les nommes, je veux juste que tu me dises oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des écoles qui ont compris ça, où on est encore à l'ère de Bruce Lee, où il s'agit de péter des planches ou faire ci, faire ça? Je dirais que pour connaître notre grand maître, qui enseigne à nos professeurs, OK, sur le plan spirituel, oui, c'est enseigné. Est-ce que c'est compris? Ah, ça, c'est une autre affaire. Et voilà. Des profs le captent. Je sais que mon prof le capte. Je sais que mon prof nous l'enseigne. Pas à tous, là. À ceux qui sont assez ouverts pour comprendre. On parle d'énergie. Parce que s'ils sont là pour péter la gueule aux autres, ou bien non, s'ils sont là juste pour être capables d'entrer dans n'importe quel bar sans se faire écœurer, si c'est ça leur motivation, ils sont faits à l'os. Ben, ils sont pas dans la... Premièrement, ils sont pas dans la bonne époque. Parce que ça a déjà été comme ça. Ben, c'est ça. Oui, je sais. C'est plus c'était ça dans mon époque. C'est plus comme ça. Non. Ça a changé, ça a évolué, on le sent. Puis ceux qui veulent rentrer dans les écoles de karaté pour dire check mes pipes, puis check ce que je suis capable de faire, ils se font pas virer de bord. C'est quoi les pipes? Les bras. Ah. OK? Ils appellent ça des pipes. Ils appellent ça des pipes. Check mes muscles. Moi, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Puis, il y en a. Et, je te dis pas que c'est fréquent, mais il y en a. Et eux autres, ils se font pas nécessairement virer de bord. Ils se font, viens faire un cours. Viens comprendre un peu ce qu'on fait. Puis tu verras si t'es à sa place. Un petit peu. Ça avance. Moi, je sais que la perception que j'en ai dans l'école où je suis, c'est que notre professeur, il est très sage. Mm-hmm. Dans ce sens-là, mais c'est un homme qui est capable de pogner dans il y a un film ou une série que Bruce Lee avait écrit pour enseigner ça. Il l'a écrit, mais il se l'est fait voler. C'est David Carradine qui l'a fait. Qui a fait son rôle. Kung Fu. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ça. Il se promenait dans le désert, puis il était tout seul. Puis c'est Bruce Lee qui devait avoir le rôle. Il devait avoir le rôle, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. David Carradine a récupéré son rôle, puis il s'est fait avoir solide. Il s'est fait avoir solide. Mais ça était proche de ce que plus tard, moi, j'ai découvert avec Jean-Gabriel, ce que je te parlais, là. Oui. Cette espèce de mystique. Mais tu sais, le Japon, faut pas oublier une chose. Le Japon, la Chine, étaient là, nous autres, il n'y a même pas d'Indiens ici, là. C'est 5000 ans, là. Oui, puis plus même. On parle de 10 000 ans dans certains cas. Ça remonte peut-être à plus loin que ça, parce qu'on nous parle souvent de Bodhidharma. Qui aurait été peut-être pas le premier, mais qui aurait été un des premiers, d'où beaucoup d'enseignements d'arts martiaux découlent. Et on apprend que cet homme-là était indien. Ben oui, je le sais. Ça vient d'où? Puis qui les a montrés? Ben, c'est ça, mais au départ, ça vient d'où? C'est les Sumériens qui les ont montrés. Ah, ben là, on peut déblatérer sur un paquet. Là, c'est sûr qu'on peut déblatérer. Éric Dorion, c'est déjà terminé. C'est trop court. C'est déjà terminé. On va peut-être se revoir, on va peut-être rediscuter. Je suis là tous les samedis, tu sais. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire donc? Ben, je te remercie. Ben, ça me fait plaisir. Moi aussi, je te remercie, c'est un privilège. Et puis c'est bien le fun. J'ai bien aimé ce qu'on a abordé, puis j'espère aussi que les gens l'ont abordé. C'était les faits maudits. CJMD 96.9, c'est quoi? C'est l'Alternative Radio. L'Alternative